Oh, c'est parti. Yes. Hey Antoine, bienvenue au podcast. Merci. Merci Et de du gin l'invitation. tonic, c'est ça que tu m'avais demandé? Ouais, ben il est bon en plus. Fait que sûrement je vais t'en prendre un autre, là, mais. Ouais. Ouais. Je me souviens pas de la marque. Faudrait que j'aille le rechercher Je là. pense que c'est Broxman que t'as pris. C'est ça, Broxman. Ouais, exactement. Oh, ouais, c'est Très bon rhum, classique. Là. Ah Oh, non, ouais. il est très bon. Ouais, il va faire la job en masse. Exact. Hey, on a été à l'école ensemble. Toi, t'es, premièrement, Antoine Laplante, courtier immobilier. Yes. Ça fait combien de temps que t'es là-dedans? Ça fait un an en mars. Fait que, Un an en mars? Ouais, un an en mars. Là. Ouais. OK. Ouais, Qu'est-ce qui t'avait amené là-dedans? Ben, déjà à base, moi j'aime vraiment l'immobilier en tant que tel. Je trouve que c'est un super véhicule d'investissement. C'est sûr. Pour qu'est-ce qui est de l'entrepreneuriat, moi j'ai toujours voulu avoir ma propre business. Puis je trouvais vraiment que l'immobilier comme courtier, ça a une ligne directrice. Dans le sens que, oui, t'es représenté par une bannière et tout ça, mais tu sais, t'as pas à partir un produit de zéro. Tu as juste à partir ton service, promouvoir le plus possible, puis vraiment faire connaître. C'est comme ça qu'on... Tu trouves comme un travailleur autonome sous une bannière. Tu n'as pas à faire tant de... Ben, t'es appelé à faire de la publicité, t'es appelé à aller chercher, mais il y a quand même, tu vas rechercher quand même la réputation de la bannière quand même. Exact. La bannière, ça t'aide à couvrir certains frais au début quand tu commences, surtout tes pancartes, que ça peut... ça monte assez vite les frais. Juste en première année, c'est à peu près entre 25 et 30 000 que ça te coûte. Là. Ah ouais? Avant OK. de toucher un sou, ça te coûte à peu près ça. Il y avait beaucoup de monde qui me disait ça, puis je l'avais... c'est ça, là, c'est comme on dirait que tu me confirmes pas mal. Ouais. Là, t'es pas le seul qui m'en avait parlé, puis je comprenais pas. C'est à quoi qui sert? Premièrement, t'es avec quelle compagnie? Moi, j'étais avec Royal Lepage Évolution à Sherbrooke. Avant, j'ai commencé à Magog, puis depuis fin septembre, début octobre, je suis rendu avec une équipe, l'équipe Savatran, à Sherbrooke pour Royal Lepage Évolution. Ouais. OK. Ouais. Puis quand tu arrives là-dedans, à quoi qui sert ce 25-30 000-là? C'est quoi en fait exactement? Ben, en fait, ça comporte plusieurs choses. C'est surtout, mettons, tes dépenses liées au gaz, quoi que ce soit, tes pancartes, tout ça. Puis tu as aussi des frais d'agence qu'à chaque mois, ça dépend de ta bannière. Ouais. Je ne veux pas nécessairement dire, mais ça peut varier entre 500 et 1000. Tout dépend de ta bannière, mensuellement. OK. Puis tu as d'autres dépenses connexes qu'au final, ça représente environ ça, 25 à 30 000 dans la première année. Oui, première année. Ben, pas d'un coup, mettons. Là, c'est une accumulation au bout des 12 mois, mettons, dans ta première année. Tu as ton permis aussi à payer, que ça, c'est... OK. Oui, ça, c'est quand même un bon montant. Qui est délivré par? L'OASIC. OK. Qui est notre organisme, si on veut. Puis, tu sais, je veux dire, c'est 2000 $ par année que ça coûte ton renouvellement de permis. Okay. En plus de ça, tu as tes chambres immobilières. Y a-t-il des bannières, mettons, qui le payent, ça, ton permis, ou c'est vraiment tout le temps... C'est à tes dépenses. Ben, en fait, c'est mieux que ce soit toi, vu que tu mets ça dans tes dépenses d'entreprise. Puis, ouais, dans le fond. Puis, si tu peux récupérer les taxes à la fin du trimestre, tu me payes-tu assez bien? Oui. OK, cool. Parfait. Je n'étais pas sûr. OK, ouais, ben c'est ça. Fait que, c'est beaucoup de frais quand tu commences, puis mais c'est tellement le fun. Là, pour vrai, là. Ouais. Ouais. Puis toi, dans le fond, c'est ça, en allant dans ce domaine-là, toi, c'est autre le fait de vouloir te partir en entreprise, mais à vouloir avoir comme un petit côté, comment je pourrais dire, ce que tu viens de dire, en fait, là, par rapport au fait que tu es sous une bannière, il y a déjà la réputation qui est déjà établie, tout ça. Là, c'est à toi de te mettre en valeur un petit peu plus au niveau de ta personnalité. Exact. Mais à la base, qu'est-ce qui t'a amené? Parce que c'est de la vente, là. Qu'est-ce qui t'a... première des choses, ça a été quoi ton parcours qui t'a mené à aller là-dedans? Ben, écoute, on va commencer après le secondaire. Moi, j'ai été au cégep. J'ai fait un an de cégep que j'ai... en gros mots, j'ai perdu mon temps là-bas. OK. Suite à ça, j'ai fait 6 mois de DEP en cuisine, que là aussi, j'ai découvert que j'avais pas nécessairement une grosse passion pour qu'est-ce qu'est la cuisine. J'aime beaucoup manger, mais faire des repas, travailler sur une ligne dans une cuisine, ça, c'était juste pas moi. Puis, entre-temps, j'ai fait un DEP en vente puis un ASP en représentation à l'EPSH à Sherbrooke. En vente, c'était pas, mettons, gestion de commerce. Là. Non, c'était en vente. En vente. Puis, tu sais, je veux dire, moi, c'est un bon cours, mais tu sais, j'ai fait les deux, ça a super bien été, j'ai réussi, puis tu sais, ça m'a servi au courant de ça. Puis, à un moment donné, j'étais représentant pour Red Bull. Ah ouais? OK. Ouais, j'étais représentant, c'est un grand mot, j'étais marchandiseur. Là. OK. Eux, ils appelaient ça représentant, mais tu représentes effectivement la compagnie, tu vas dans tes dépanneurs, dans les épiceries, puis tu fais ça. Puis après ça,
j'ai travaillé. Je suis parti en voyage un peu pendant quelques mois. Qui a l'air un peu cool quand même comme travail, représentant pour. J'ai eu contact avec une couple de représentants de bière. Red Bull, ça doit être un peu dans le même concept. Tu faisais surtout des dépanneurs ou, mettons, tu avais des festivals aussi? Non, je faisais épicerie, dépanneur, les bars aussi. Mais tu sais, nous, notre job, là, littéralement, moi, j'étais dans un cube. J'allais prendre tes commandes, c'est moi qui te remplissais. C'est pas comme les représentants de bière qu'eux viennent juste prendre ta commande puis vendre des displays. Là. Je veux dire, nous, on installait les displays puis les représentants, parce que moi, j'étais marchandiseur puis il y avait les représentants aussi qui faisaient la même job que moi. Eux, ils vendaient vraiment les displays directement. Moi, je faisais juste remplir, prendre les commandes, remplir les étagères. OK. Fait que, tandis que si je me trompe pas, les représentants de bière, eux, font juste prendre la commande puis la livrer au courant de la semaine, quoi que ce soit de même. Là. OK. Ouais. OK. Fait que c'est ça la différence. Ouais. OK. Fait que là, après ça, ça t'a emmené à, tu disais? Ben, je suis parti en voyage environ 2 mois. Ah puis, ouais? Je suis parti en Asie. Ah oui, tu allé dans quel coin? Thaïlande, Indonésie. OK. Ouais, tout seul, backsack. Puis, backsack, puis... c'est les plus beaux voyages, ça, de ce c'est qu'on fun. me dit. Ouais. Ben, tu sais, j'étais censé passer avec un de mes chums, puis finalement, lui a décidé de... Au moment d'acheter nos billets, lui a décidé d'aller en France une semaine avec sa blonde, qui est maintenant son ex. Fait que, tu sais... fait que, tu sais... Là, tu dois y dire, là, t'aurais dû venir avec moi. Les dernières fois qu'il me l'a dit, il me l'a déjà dit, comme quoi il regrettait, mais bon, c'est des choses qui arrivent. Les choix de vie. Ouais, exact. Puis, tu vois, suivant ça, après mon voyage, j'ai travaillé pour Xerox à Rive-Sud de Montréal. OK. Qui est en fait tout ce qui est photocopieurs, des gros photocopieurs pour industriels ou pour des grosses compagnies qui impriment beaucoup de papier. Puis, OK. Fait que là, t'étais appelé à aller voir dans les compagnies, voir s'il y avait un service en place, puis de leur vendre le tien. Puis, exact. Même s'il y a un service en place. Louer la grosse imprimante commerciale. Puis... Exactement. Même si il y avait été avec, mettons, Canon ou un autre, tout dépendant où est-ce qu'ils étaient rendus dans leur contrat, mais on pouvait faire un genre de buy-out pour justement le mettre. Un peu comme un revendeur Bell, Vidéotron. Ouais, exact. Un revendeur de services téléphone Internet. Ouais. Nous, je vendais c'était juste du neuf qu'on vendait. Là. On ne vendait pas d'usage rien. Puis tu vois, après ça, moi, j'ai voulu retourner à l'école, justement à l'université. Puis je me suis envenu à Sherbrooke. En attendant, j'ai pris la décision de ne pas y aller, puis justement faire mon cours à courtage. Puis je travaillais à la Banque nationale, justement, au service à clientèle. Donc, j'annulais les cartes, puis me voilà aujourd'hui. Puis, si on recule un petit peu, là, ton cours en vente, il durait combien de temps? C'était, si je ne me trompe pas, là, le DEP, c'était 1 an, mais ça, c'était vraiment vente conseil. Là. C'est, mettons, vente au détail. Là. C'est pas faire de la prospection ou quoi que ce soit. Puis, c'était vraiment vente conseil. Puis... Tandis que l'autre, le SP, c'était 4 mois, si je ne me trompe pas. OK. Ouais, c'était de septembre à décembre. OK. Ouais. Considères-tu, dans le fond, que c'est sûr que... Parce que si c'est vraiment juste vente de détail, tu accueilles un client d'une compagnie qui t'emmène de la clientèle, c'est une chose. Mais j'imagine dans l'immobilier présentement, toi, tu t'es appelé à faire beaucoup de prospection parce que ça ne vient pas comme ça. Là, la bannière doit quand même te fournir un certain nombre de lits. Même pas? Pas en tout? OK, non, c'est 100% à toi. Tes travailleurs autonomes, c'est ton entreprise à toi. Okay. Eux, ils te fournissent des services, puis toi, c'est ta business. Il faut que tu ailles cogner aux portes, il faut que tu fasses des appels. Faut que tu te fasses mettre en valeur, te faire voir le plus possible. Puis, tout compris. Ouais. Que les gens te connaissent bouche à oreille. Exactement, oui. OK. Puis, parce que j'ai eu un peu cette discussion-là dans le dernier podcast. On dirait qu'il y a toujours des choses qui sont à la mode. Puis on dirait que ça fait tellement des années que j'entends des gens hey, si tu veux faire de l'argent, il faut aller dans l'immobilier. Il faut aller dans l'immobilier. Et soit au niveau de vendre des maisons ou au niveau de investir. Ouais. Moi, je pense, puis il me semble que j'en vois beaucoup des gens qui se lancent là-dedans. Ça n'a pas l'air si facile que ça. On dirait qu'il y a un certain concept ou un certain message qui est véhiculé sur les réseaux sociaux que c'est comme une place où est-ce qu'il faut que tu ailles si tu veux faire de l'argent. On dirait que c'est un message des fois qui est véhiculé.
Ça serait quoi, mettons, ton opinion là-dessus? Ben, premièrement, je suis très d'accord avec toi que si tu fais juste regarder les réseaux sociaux, que tu n'as aucune connaissance plus, mettons, du marché ou quoi que ce soit, comment ça. Je suis très d'accord que tu regardes ça, ça a l'air super facile. Ça a l'air beau. Puis, ouais, ça a l'air bien beau, mais ça ne l'est pas. Là. Tu sais, en toute transparence, moi, ma première. Ben, en fait, quand j'ai commencé, je savais que ça allait être difficile, mais pas à ce point-là. OK. Fait que, tu sais, moi, je savais que j'allais avoir du succès. Puis quand je rentrais en immobilier, moi, j'étais genre. Chez Royal Lepage à Magog, moi, je visais recrue de l'année. Puis là, je disais ça, j'ai dit ça à mon directeur d'agence, puis il me dit à un moment donné, il dit hey, sais-tu combien que la recrue de l'année a fait l'année d'avant de transactions? Je suis comme non. Il me dit 80 transactions. OK. Fait que ça veut dire que tu as passé 80 fois chez le notaire, tu as eu des finales, puis tout ça. Puis je suis comme, bon, on va faire ça, certain. Ça fait quoi? Ça fait. C'est un 300-400 000 de revenus. 8 maisons, mettons, par mois environ? Ouais, pas loin de ça. À peu près, ouais. Puis, rendu, tu sais, j'ai commencé en mars, rendu mi-avril, j'ai comme eu un petit reality check, genre, oh, OK, on sera pas cette année que je vais faire 80 transactions. OK. Puis, tu sais, je veux dire, je suis content d'avoir frappé ce nœud-là, puis de m'avoir rendu compte de ça, parce que si je m'en avais pas rendu compte, puis genre, je pense que je m'aurais plus découragé. Puis, Ben, c'est sûr, parce que c'est tellement un milieu compétitif, c'est tellement une place où est-ce que tu es en constance, tu es constamment remis à ta place. Tu sais, parce que toi, tu as des attentes, puis là, ben, constamment, tu vois les autres agir, tu vois d'autres personnes qui font mieux, puis tu te demandes tout le temps, Chris, qu'est-ce que je fais de pas correct? Ça, c'est. Oh, ouais, ça, c'est. Je suis entièrement d'accord. Puis, tu sais, la comparaison là-dedans, c'est. Ça te tue. J'ai déjà entendu ça, c'est comparison is a thief of joy. Là. Ah oui. Ça, c'est 100%, dans ce milieu-là, 100%. là, si tu te compares avec d'autres courtiers qui roulent plus, c'est comme. Ça dépend comment tu le prends. Parce que si tu. Mais si de l'autre côté, ça peut être motivant. Exact, parce que si, tu sais, moi je pense à quand que. Puis excuse-moi, je fais une parenthèse à mon entreprise, là. Mais moi, dans l'événementiel, je suis sur tous les groupes, puis je regarde ce que le monde font. Puis je me compare pas sur le nombre le nombre d'événements que je fais par année. Ça, moi, je suis pas là. Premièrement, pour moi, c'est un side anyway. Mais la façon que je le vois, moi, c'est je me compare pour voir où est-ce que les gens font des erreurs. Qu'est-ce que je peux faire mieux que cette personne-là? Qu'est-ce que j'ai de plus? Où est-ce que je suis capable d'améliorer? Où est-ce que je suis capable d'aller fesser? Où est-ce qu'une personne n'est pas dans le marché? On dirait que si tu le prends de cette façon-là, puis je pense que n'importe quoi que ce soit dans l'entrepreneuriat, que ce soit un vendeur, que ce soit un courtier, c'est de voir qu'est-ce que les gens font pas, que moi je peux faire. Où est-ce que je peux faire la différence? Exemple, moi je donnais la formation avant, puis il y avait quelque chose que j'avais dit, parce que dans le courtage d'assurance, ou même où est-ce que je suis présentement dans la finance, on est souvent appelé à être au téléphone. Puis ça, on va se le dire, t'appelles ton assureur, là. Ah, c'est que souvent, c'est plate. Méchante conversation plate, ça. Si la personne au bord du fil, elle fait rien pour rendre ça intéressant. Déjà, c'est pas un sujet intéressant parler d'assurance. Mais en plus, si tu appelles, puis que la personne est drabe au téléphone, ou ça peut être n'importe quoi. Tu t'appelles pour ta carte de crédit, tu appelles le gouvernement, tu appelles n'importe où. C'est plate à mort. Je disais ça souvent, c'est facile de faire la différence. Parce que ce soit dans la vente, que ce soit au téléphone, que ce soit en personne, il y en a tout le temps un qui est découragé de la vie, qui traite mal les clients. Il fait paraître qu'il se sent pas bien, que ça va pas bien. Puis si toi, tu es la seule personne que la personne a appelée ou avec qui elle a un contact, puis pas que tu étais si exceptionnel que ça, mais juste tu avais un smile dans la face, puis tu étais moins transactionnel. Plus humain. Tu sais, combien de fois tu appelles à quelque part, là, puis tu magasines un char, tu appelles quelque part, puis là, oui, bonjour, je peux vous aider. Oui, ben, j'appelle pour tel véhicule. Ah, t'as un peu, je vais regarder s'il est dispo. Il n'a pas demandé son nom. Ouais. Il s'en fout, il est transactionnel, Puis souvent, c'est comme ah, c'est quoi ton meilleur prix? Ah, ben, c'est pas mal ça. Ah, OK, merci. Ouais, non, je comprends. C'est facile de faire la différence. Fait que quand tu te compares pour essayer de trouver la faille dans ta compétition ou essayer de trouver la chose que tu peux faire pour être différent, je pense que ça peut t'aider grandement. Oui, je suis tout à fait d'accord. L'affaire est, c'est quand. Tu sais, l'immobilier, là, on ne se le cachera pas, c'est beaucoup d'ego. Dans le sens que tu n'as personne qui va poster leurs mauvais coups, leurs promesses d'achat refusées. Ah, mais non. C'est juste des nouveautés, tout ça. Donc là-dessus, je suis d'accord avec toi que ça peut être une bonne comparaison, mais en même temps, si tu compares juste avec des bons coups, tu n'as pas de
de comparaison nécessairement pour dire... Dans ton domaine, mettons, Ouais, c'est plus difficile à aller chercher la comparaison. Ouais, c'est la comparaison de voir qu'est-ce que lui fait pas, qu'est-ce que moi, qu'est-ce que lui fait pas que je pourrais faire. Fait que, tu sais, là-dessus, je te dirais, c'est un peu plus difficile, mais tu sais, je veux dire, faut que tu te concentres sur toi, puis tu sais, je veux dire, moi, qu'est-ce que j'aime là-dedans, c'est le côté humain, justement. Tu sais, regarde, justement, on pourrait en souligner un. La majorité des courtiers immobiliers que je vois font juste publier les maisons. Ouais. Et c'est parce que si tu fais juste publier la maison, tu fais juste mettre la maison qui est peut-être dans le goût à quelqu'un, mais qui est peut-être pas le goût de bien des gens, sur le marché. Ouais. Fait que là, tu as moins de chances d'aller retrouver quelqu'un dans ton réseau, parce qu'on va se le dire, ça dépend de l'algorithme du réseau social que tu utilises. Mais si tu fais juste publier à la maison, les chances que tu aies quelqu'un à qui cette maison plaise sont minimes. Tandis que si tu mets de l'avant ta personnalité, tu fais une vidéo sur une propriété ou tu fais une vidéo sur n'importe quoi. Là, je dis, mettons, un sujet de l'assurance de la maison. Ouais. Tu parles de les coûts d'hydro. Tu parles de n'importe quoi juste pour dire j'apporte la valeur un peu aux gens. Ouais. Je vais faire de quoi de différent. Parce que la majorité, c'est ce qu'ils font. Ils font juste publier la maison. C'est comme, OK, il y a une maison à vendre. Je suis d'accord avec toi. Il faut amener de la valeur. Puis, tu sais, oui, c'est correct publier ta maison que tu as en vente, mais tu sais, c'est plus ta personnalité qu'il faut que tu mettes de l'avance. Tu sais, je veux dire, c'est normal que tu mettes ces réseaux sociaux parce que justement, tu as un certain bassin d'acheteurs. Moi, tu vois, j'ai commencé à écrire des articles de blog récemment pour notre blog de l'équipe. J'ai posté un article à la date, mardi dernier. T'es publié où, en fait? Ben là, tu vois, on les publie sur notre site, puis je les repartage sur ma page, en fait, sur mon profil Facebook. Ton profil Facebook. Ouais, puis LinkedIn, ouais. Je reste les deux endroits que je publie en ce moment-là. Ouais. OK. Sinon, j'avais déjà commencé à faire des vidéos l'an dernier. Puis, je sais pas, on dirait que il manquait un peu de contenu, en fait. Là. Je pense que j'avais pas assez d'expérience encore pour dire... j'aimerais ça en refaire, là, des vidéos. Là. Je pense que c'est ça que je vais faire. Je vais prendre des articles de blog à un moment donné, puis je vais faire des vidéos. C'est vraiment au niveau de la créativité, souvent de trouver la chose qui peut apporter de la valeur aux gens, trouver la façon de le faire, le bon angle. Mais une fois que tu es créatif, puis tu as eu une idée qui est claire, que tu as quelque chose d'intéressant, ça se fait bien. Ouais, après ça, c'est juste une question de trouver le matériel ou trouver la personne qui peut te le faire. Sinon, mais c'est souvent l'idée d'être créatif. C'est ça, il faut faire, encore une fois, être un peu différent des autres. Oui, c'est vrai. Moi, je me filmais avec mon cell, fait que... mais la qualité téléphone, honnêtement, là, à cette heure, nombreux podcasts sont filmés avec des téléphones. Là, je veux dire, à cette heure, t'as plus besoin de grand-chose. Ton téléphone, il fait tellement des bonnes photos. Là. J'ai quelqu'un que je connais qui me montrait hier, en fait, je pense. On s'en fout, c'est intemporel, on s'en fout. Là. Mais il me montrait, en fait, les vidéos qu'il avait prises sur sa moto. OK. Il était allé en Californie. Puis les images que je voyais là, étaient incroyable. Ça avait tout été filmé avec un téléphone. Le mouvement, il était excellent, la qualité. Fait que, tu sais, avec un téléphone, honnêtement, les gens peuvent en faire. Ce qui est important, c'est l'éclairage. Oui. C'est l'éclairage qui fait la différence d'une bonne et d'une mauvaise vidéo. Ouais. C'est pas la qualité de l'appareil en tant que tel. Non, je suis d'accord. Puis ça se voit. Ben, les photos immobilières, pour être franc avec toi, ça paraît quand c'est un cellulaire, par exemple. Je veux juste dire ça. Ben, ça prend. C'est probablement que si tu avais, mettons, un bon éclairage, parce que c'est ça qui différencie. La qualité est bonne sur le téléphone. C'est juste le format de la prise de photo qui change. Puis le fait que tu n'as pas un gros flash, comme sur une grosse Canon, mettons. Oui. Non, je comprends ton point. Ouais. Fait que tu me disais que tu fais des blogs, en fait. C'est quoi exactement? Tu écris... comme un peu un journaliste, tu fais un texte ou c'est quoi? Oui, exactement. En fait, je fais des articles. En fait, c'est comme un article de journal, si on veut. Okay. Là, tu vois, j'ai divers sujets. Ça peut. Tu sais, on a parlé du pré-réno. Comme quoi que pour les premiers acheteurs, ou même si quelqu'un qui a déjà une propriété, en fait, qui veut acheter une propriété, pas nécessairement sa première, ça peut tellement être un bel outil si vous voulez faire des rénovations parce que ton institution financière peut en financer une partie à travers ton prêt hypothécaire. Donc, tu sais, de donner des trucs aux gens. Là. Ouais. Exact. C'est le genre de façon que j'amène de la valeur, puis en même temps, j'apprends beaucoup parce que en faisant ce programme-là, pour être franc, avant de l'écrire, je ne savais pas que ça existait. Donc, en faisant des recherches, justement, ça m'a permis d'apprendre, puis justement, je peux aider mes acheteurs avec lesquels que je travaille, qui ont des projets de rénovation, de justement pouvoir
accéder à ça. Puis, tu sais, en ce moment, les premiers acheteurs, qu'est-ce qui est un peu plus rough, c'est que la majorité cherche des clés en main. Donc, il n'y a pas de rénovation ou quoi que ce soit. OK. Donc, c'est quand même un bel outil. Si vous tombez en amour avec une maison qui n'est pas nécessairement clé en main, bien, vous pouvez faire des travaux à travers ce programme-là. Ouais. OK. Fait que les gens, ils recherchent beaucoup, surtout clé en main, pas de réno, on se casse pas la tête. Exact. C'est ça, Exactement. présentement. Ouais. Exactement. Ok. C'est pas mal ça en ce moment-là. Tout dépendant de la valeur et de leur budget, je veux dire, il y a quand même encore malheureusement de la surenchère. Puis, Il y en a encore présentement? ouais, jusqu'à 450 000, on en a. Là. Ah ouais? Ouais, parce que en ce moment, il manque de logements. Ouais. Il y a beaucoup de demandes, puis c'est pas rare qu'on ait plus que 5 offres là, sur une maison. Ouais. Là, ça commence à. Ben, c'est pas que ça commence. Il y a plus de ventes, de plus en plus de ventes. Il y a eu plus de ventes en avril cette année qu'en avril l'année dernière, de comme 30%. Donc, il y a une augmentation de vente de 30%. Puis, plus qu'on augmente en valeur de maison, là, c'est normal qu'il y en ait un peu moins de surenchère, mais plus qu'on est bas, il y en a pas mal. Et puis, il y a de quoi il y a de quoi super intéressant. Là. J'ai quelqu'un, en fait, avec qui je travaille. Là, je le nommerai pas, là, mais je vais juste dire son prénom, c'est Pierre. Pierre, il me disait quelque chose hier, puis j'ai trouvé ça très intéressant. Il disait que, parce que nous autres, je suis dans le domaine de la finance, puis il disait, là, on est l'avant-dernière année là, des renouvellements, parce que c'est aux 5 ans. Ouais. On est l'avant-dernière année avant la fin des taux qui ont été renouvelés en 2020 avant que tout crash. Là. Ouais. Fait que là après l'année prochaine, là, tout le monde va avoir été augmenté drastiquement. On va avoir les derniers batchs des gens qui payent des taux d'intérêt assez intéressants. C'est les derniers. Ouais. Ça, fait que là, on se retrouve à la population, tous les propriétaires, sans exception, à part ceux qui ont fini de payer leur maison, ce qui est assez rare, vont avoir été augmentés drastiquement, vont avoir un budget plus restreint, familial. Ça change beaucoup, là, ça. Par rapport à ça, dans ton domaine, c'est quoi les... parce que tu parles de la surenchère et tout ça, puis il me semble que c'est fou. C'est fou, ça a tellement augmenté, puis le monde se jette encore là-dessus. Il y a de la surenchère, on se bat pour payer plus cher. Pour moi, on dirait que c'est un scénario qui est absurde. Là. Ouais, c'est vraiment absurde. Puis, tu sais, justement, c'est dommage parce que ça vient de... Ben, on n'a pas d'inventaire en ce moment. Ben, on a de l'inventaire, mais dans les valeurs de maison qu'on a, ça part rapidement parce que, justement, c'est qu'est-ce qu'on peut se permettre là, en ce moment. Là. Les premiers acheteurs, leur budget, c'est pas rare que c'est rare que c'est en haut de 450 000, là, mettons. Là. C'est souvent en bas de ça. Puis là, ils sont souvent plusieurs à vouloir bêter sur une maison. Puis, je veux dire, des fois, c'est pas nécessairement des premiers acheteurs. Des fois, c'est des petites familles qui ont déjà acheté, mais qui veulent rapetisser ou quoi que ce soit. Fait que, c'est du cas par cas. Là. Ouais. Est-ce qu'on commence à voir un peu des familles qui achètent plus ensemble, des bigénérationnels, des choses comme ça? Vous sens-tu qu'on va s'en aller là à un moment donné? Ben, c'est une bonne question. Je pourrais pas dire. Je pense que oui, ça va finir par ça, mais tu sais, faut... ça dépend de plein d'affaires. En Amérique, là, on est l'une des... Ben, pas la seule, mais on est une culture dans laquelle, on a 18 ans, on a 20 ans, 25 ans, on veut nos affaires, on veut notre appartement, on veut nos affaires. Les familles se séparent, mais tu regardes dans toutes les autres cultures, les familles restent ensemble. Ils gèrent leur argent ensemble, ils achètent des grandes maisons ensemble. C'est un gros budget familial. Fait qu'au final, tu sais, pourquoi que on va penser souvent à des familles asiatiques qui arrivent ici ou des familles africaines vont arriver ici, vont se partir un commerce, vont tous être dans la même maison, vont tous budgéter ensemble, puis on dirait que ça fait des familles pas mal plus fortes, là, que, tu sais, nous autres, on se divise toutes, on achète toutes séparément. Je pense qu'on dirait qu'à cause du marché, on va en revenir là. On va en revenir à un moment donné où est-ce que les gens n'auront plus le choix. Là. Si ça continue à augmenter comme ça en fou, juste le coût de la vie a augmenté dans les dernières années. Là, c'est complètement débile. Là. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Par contre, je peux pas te dire nécessairement c'est quoi qui va arriver dans 5 ans. J'ai pas de cristal. Puis, tu sais, je veux dire, est-ce que ça va arriver un jour? Ça se peut que oui, que j'ai... Des spéculations, exactement, c'est des spéculations. Ouais. Mais effectivement, si, tu sais, la prochaine génération après nous, tout dépendant comment que le marché est, puis si on a repris vraiment la construction assez suffisante pour
justement combler tout ce manque-là, ben, comme tu dis, ça se peut qu'on vienne à acheter en gang puis C'est ça. être pogné dans Parce une que, petite comme tu maison. dis, les budgets de premier acheteur sont pas capables de keep up avec le coût de la vie qui augmente puis les maisons qui augmentent. Ouais. Et puis toi, en plus, ça arrivait de Magog. Magog, il y a des places qui sont pas si belles que ça, mais on s'entend qu'il y a de la belle baraque Ouais, mais tu sais, s'il vous plaît. Là. quand j'étais au bureau de Magog, moi, j'ai pas fait de transaction à Magog en tant que tel, mais tu sais, j'ai fait une couple de transactions à Grimby, puis tu sais, je me promène pas mal, là, pour être franc. Tu sais, j'ai pas. Tu sais, j'étais au bureau de Sherbrooke en ce moment, puis j'ai pas de listing à Sherbrooke, ils sont tous alentours. C'est un gros territoire, tu sais, Sherbrooke, puis tu sais, toutes les petites villes autour, là, vous autres, vous desservez un gros territoire quand même. Là. Ouais. Tu sais, moi, je me rends jusqu'à Grimby sans aucun problème, puis tu sais, je veux dire. Puis d'ailleurs, c'est une place que tu connais bien aussi. Là. Exact. Tu sais, ma famille est là aussi, fait que. C'est ça. Ça te permet-tu de mieux vendre le fait de venir d'une place ou après, mettons, quelques semaines, tu regardes un marché, tu es capable de te faire une bonne idée? Comment ça fonctionne? Ben, en fait, je suis pas sûr de comprendre ta question pour vrai. Ben, tu sais, tu arrives à un endroit, mettons là, moi je vendais des camions avant. Là. Ouais. J'étais un spécialiste camion. Il fallait que je les étudie, les camions, pour les connaître. Connaître ton secteur. Là. Connaître, c'est ça. Fait que pour connaître ton secteur, c'est mieux que tu sois dans un secteur que tu connais ou est-ce que, mettons, au bout de quelques semaines, tu es capable de te faire une bonne tête, une bonne idée? Comment ça fonctionne, ça? Je pense que c'est toujours mieux d'avoir un secteur ferme dans le sens que, comme à Sherbrooke, exemple, moi, j'habite en ce moment dans le quartier de Fleurimont. Tu sais, je veux dire, t'es mieux de travailler, mettre tes énergies justement dans ce quartier-là pour justement être dans ce le secteur coin-là. que tu exploites toi-même personnellement. Exact. Okay. Je crois pas mal à ça parce que justement, ben, tu vas être le spécialiste, si on veut, de ce coin-là qui va justement. Fait que tu vas devenir la référence. Plus que aussi, ça devient plus que tu te fais le voir dans ce coin-là, plus que tu risques de te faire référer ou quoi que ce soit. Puis, les courtiers qui te vendent juste dans leur secteur-là, ça me surprendrait qu'ils vendent juste là. Ils ont des listings aussi ailleurs. C'est ça, mais ils doivent être meilleurs vendeurs dans le secteur qu'ils connaissent. Parce que là, tu es capable d'avoir des référents que d'autres personnes qui ne vivent pas là n'est pas capable d'avoir. Moi, je pense juste à un directeur des ventes que j'ai eu quand je travaillais dans l'automobile. C'est fou. Il venait dans mon bureau là, pour rencontrer mes clients. Là, puis là, il me demandait d'où est-ce qu'il venait. Ouais. Après ça, il faisait des liens. Ah ouais, venez-vous de telle place? Avez-vous été à telle école? Puis là, il faisait des liens. Puis là, bing, bang, boum, boum, boum. Puis là, à un moment donné, Chris, c'est un deuxième cousin d'un cousin. Oh ouais. Ouais. Mais ça, je sais pas si, mettons, dans les villes comme Sherbrooke ou Grimby, ça se fait tant que ça. Je pense que sûrement que oui, ça se fait. Mais tu sais, étant donné qu'on a quand même une grosse population, tu sais, je sais pas, toi, t'es dans quel coin que tu dis comme quoi. Moi, j'étais dans le coin de Québec. Là, fait que, c'est un exemple que je donne, là, mais tu sais, juste le concept d'avoir des référents où tu peux aller rechercher un lien avec les gens. Puis, fait que ça l'aide dans le fond. Là, toi, présentement, tu es plus dans un secteur. Ben, tu desserres très large. Ouais, vraiment. Mais au moins, tu connais le secteur où est-ce que toi tu vis. Tu dirais-tu que tu as plus de facilité à vendre dans ce coin-là? Ben, la facilité, je te dirais, en ce moment, c'est pas nécessairement. Ben, je serais prêt à dire oui. Tu sais, je veux dire, le travail d'évaluation, tout ça, oui, j'ai quand même assez. J'aurais quand même assez une facilité. Je regarde les nouveautés à tous les jours, puis qu'est-ce qui est vendu pas mal à tous les jours aussi dans ce secteur-là. C'est ça. Donc, tu sais, ça m'aide pas mal à connaître le marché puis les valeurs de maison dans ce coin-là. Okay. Donc, c'est pas un problème trop. Mais je voulais revenir sur un point. Tantôt, tu parlais de ton événementiel. T'aimerais-tu ça que ça soit que ça vienne d'un temps plein ou? J'ai tellement de projets en même temps. Je fais l'événementiel, je travaille dans la finance, j'étais directeur depuis. J'ai remplacé 6 mois dans le coin de Val-d'Or, fait que je faisais beaucoup d'allers-retours. Présentement, je ne fais pas vraiment de publicité. Je pense que cette année, je ne dois pas avoir un grand événement, honnêtement. Mon premier 6 mois de l'année, je l'ai perdu un peu en faisant pas de publicité. Mais je ne suis pas un gars qui fait tant de publicité non plus. J'ai beaucoup d'endroits qui me réfèrent. J'ai beaucoup de bouche à oreille qui se fait. Puis j'aime ça comme ça, honnêtement, parce que les gens qui viennent me voir, viennent me voir parce qu'ils ont eu quelqu'un qui a été satisfait. Puis ils savent que la job va être bien faite. Parce que je suis dans un domaine où il y a tellement de gens qui peuvent s'improviser animateurs, peuvent s'improviser DJ. Puis tu sais, DJ, c'est large. Là. C'est un mot qui est très large. Là. Fait que je pense que dans ce domaine-là,
je préfère avoir des gens que, tu sais, ils veulent vraiment m'avoir que Ben oui. d'avoir quelqu'un qui magasine surtout un prix, puis qui est pas sûr, puis qui est un peu hésitant à prendre un versus l'autre parce que dans tous les cas, il sait pas, il est pas trop au courant, il a jamais eu de témoignage. C'est la plus belle business, ça, là, des références. Là. C'est ça, exactement. Fait que moi, je travaille beaucoup dans ce sens-là. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Fait que est-ce que ça pourrait devenir à un moment donné... Je pense pas que je ferais juste ça parce que honnêtement, tu sais, c'est beaucoup de travail puis les gens ne le réalisent pas, mais moi, une fois que j'ai planifié, une fois qu'on a dit OK, bon, ben, on va faire un petit blague, mais une fois qu'on s'est dit oui, là, c'est moi qui est ton DJ pour ton mariage. Exemple, je prends les mariages. Ben, ce qui arrive, c'est que moi, mon service commence maintenant. Là. À chaque fois qu'ils ont des questions, ils m'appellent. Je prends j'ai souvent un appel vidéo d'1 heure qui. Minimum par client, si c'est pas plus. Ça, c'est le minimum. Avant même de s'être entendu sur un prix, avant même d'avoir discuté de quoi que ce soit, de se dire que oui, OK, on vit ça ensemble, cet événement-là, ben j'ai au moins une rencontre d'1 heure. Premièrement, moi, je veux savoir, ça fait dessus. Moi, je ne vais pas faire des événements que ça ne me tente pas. Si je sais que ça ne fit pas, je m'entends pas bien avec là ou la mariée, si je sens qu'il y en a une qui est trop, qu'il y en a un des deux qui est tout le temps stressé puis qui est paquet de nerfs, ça ne fit pas avec moi. Moi, il faut que ça soit... Si je suis pas capable de te rassurer, j'ai l'impression que tu es un deal trop faible, trop à risque. Okay. J'aime pas ça jouer avec ça parce que j'ai tout le temps l'impression que peu importe ce que je vais faire, les gens vont être déçus. Ou il va y avoir un petit quelque chose. Bref, je ne sais pas si je l'exprime bien. Mais bref, c'est beaucoup de temps. C'est du moment que j'ai fait plusieurs rencontres, c'est des heures. Après ça, j'ai ma planification de playlist, j'ai ma planification de setup parce que mes setups sont jamais pareils. Il y en a des fois qui ont juste besoin d'un set parce que je suis à un endroit seulement. Il y a des gens qui ont besoin que je sorte des speakers à l'extérieur pour leur cérémonie. Fait que moi, il faut que je planifie des extensions, il faut que je planifie des sacs que je vais prédéfinir pour chacun des setups à l'avance pour être sûr qu'il ne me manque rien. J'ai des backups par-dessus des backups. Après ça, j'arrive sur place. Si le mariage, moi, il est comme en après-midi. Ben, c'est dur à dire parce qu'il commence toujours souvent. Tu peux pas dire que ça commence à 5 heures. La cérémonie est souvent à 3 heures. Après ça, à 4 heures, il y a un cocktail. Après ça, à 5 heures, il y a le souper, blablabla. Fait que moi, là, il faut que je sois installé quasiment à midi. Parce que moi, ça me prend beaucoup de temps à m'installer. Ben, t'as du stock pas mal. C'est beaucoup de stock. Je suis tout seul. Des fois, j'ai un helper. OK. Mais tu sais, majoritairement, je suis tout seul. Là, après ça, je fais la soirée. Si ça finit à minuit, je suis chanceux. Je suis chanceux si ça finit à minuit. Parce que si ça finit à 3 heures du matin, là, comme des fois, là, moi, j'ai pas fini. Là. Puis la majorité des événements que je fais sont à 1h30 de route minimum. C'est à peu près ma moyenne, je te dirais. Souvent, j'en fais à Québec, souvent, j'en fais à Montréal. Fait que j'étais à 2 heures de route, 2h30. Si je finis à 3 heures du matin, là, j'en ai pour 1h30 à tout défaire. À repacter, rouler des fils. Fait que pour moi, là, c'est des heures et des heures. Puis après ça, j'ai 2 heures, mettons, de route à faire avant de me rendre à mon lit. Ouais, ça fait loin. Puis pas mal. avant ça, il faut que je sorte ça du camion. Parce que ça aussi, c'est une affaire. Je laisse pas ça dans le char en plein hiver dehors. Parce que ça aussi, ça arrive. Fait que, au final, moi, c'est des heures. Puis c'est... Faire ça toutes les fins de semaine, je pense que je me brûlerais. Honnêtement. J'aime ça en faire une fois de temps en temps, en faire 2, 3, peut-être 2 par mois. C'est le fun. C'est des beaux événements. C'est super cool. Mais à temps plein, là, en plus d'avoir un job, c'est du sport. Ouais, c'est sûr. Il faut que tu jumelles justement l'événementiel puis ta job chez First. C'est ça. Puis à temps plein, je peux pas vraiment faire ça à temps plein parce que des mariages, je n'ai pas vraiment la semaine. Il y en a la fin de semaine. Puis en faire 2 dans la même fin de semaine, c'est raide. Là. J'ai fait ça 2 fois. Puis c'était pas des mariages, c'était des parties de bureau. Là. Décembre passé, le 8 et le 9, puis le 22 puis le 23, là, j'avais 2 événements. J'en avais un à Québec le samedi. Le vendredi. Puis j'en avais un à Montréal le lendemain. Boy. OK. Ça, là, ça, c'était du sport. Là. Ça, c'était été mes deux plus grosses fins de semaine ever. 2 événements à 3 heures de route de différence. Alors que Québec, c'est 2h30. Après
Après ça, il faut que j'aille à Montréal, c'est 3 heures le lendemain. Après ça, il faut que je revienne après la fin de la soirée, à genre minuit, 1 heure du matin. J'ai un autre 2 heures pour revenir ici. Sérieusement, ça a été. Ça, là, ça m'a épuisé raide. C'est clair. Genre 2, puis tu sais, c'est en l'espace de 2 semaines, j'ai fait ça 2 fois. Eh boy. Fait que c'est clair, ça brûle. Là. Ah, c'est brûlant. C'est incroyable. Après ça, là, j'étais pas là. Je retournais à ma job de finance, puis j'étais comme. Mais l'adrénaline, là, puis le sentiment d'accomplissement que tu as le lendemain de ces événements-là, là, c'est vraiment le fun. C'est clair. C'est vraiment le fun. Tu sais, surtout, tu célèbres un bel événement, puis tout ça. Tu sais, quand c'est un mariage ou quoi que ce soit, là, c'est le fun. Là. Tu vois l'amour, justement, comment ils s'unit, puis. Oui, puis tu sais, moi, j'ai la job le fun où est-ce que, tu sais, le monde vient de me voir, il y a un gros smile, ils veulent entendre leur chanson, c'est cool, c'est bien relax. Souvent, quelqu'un qui vient me porter un verre à ma console, je suis comme, alright. C'est le fun, ça. C'est vraiment cool comme travail. C'est vraiment cool, mais ça gruge beaucoup de jus. C'est vraiment beaucoup de temps. Puis quand je finis le soir, là, des fois, là, sur la route, c'est pas tout le temps évident. C'est clair. T'es sur la route à 2-3 heures du matin, puis t'as ta journée dans le corps, que tu t'es levé à comme 8-9 heures le matin. Là, il est. Ouais. Quand tu vas te coucher à 5h30 du matin, là, le soleil se lève, là, c'est raide. Là. Ouais. Un 20 heures debout, là. Pas ça que je le fais. ben, surtout que tu bouges aussi, puis t'es dans le gros party. Puis le mal de tête que j'ai quand je finis, là, parce que moi, j'ai mes écouteurs, puis j'ai 2 speakers à côté de moi, là. Le mal de tête, la tête veut te défoncer. Là. C'est clair. Tu sens ton battement de cœur dans la tête. Là, comme, hey boy. C'est sans exception, à chaque fin de soirée, j'ai ce gros mal de tête-là. Je m'enligne après ça faire un 2 heures de route. C'est. Allô, les Advil. Ah ouais, c'est ça, exactement. Advil font de l'argent avec moi. C'est clair. Fait que non, je verrais pas ça temps plein. J'ai trop de choses que je vois en même temps. J'aime ça faire ça. Là, le petit podcast, on boit un petit verre, c'est cool. J'ai un autre podcast aussi pour l'événementiel, justement. J'ai reçu une photographe, ça, c'était bien cool. J'aimerais ça en faire plus. Le défi, c'est tout le temps de trouver des gens qui sont prêts à parler devant la caméra. C'est sûr que c'est ça qui est le plus gros défi. Mais j'ai tellement tout le temps plein de projets. Je ne sais pas où est-ce que je me lancerai présentement. Dans tout ce que je fais, je ne sais pas, mais j'aime tout ce que je fais, parce que j'en fais un peu, juste pas assez pour m'écœurer. OK, je comprends. Je comprends. J'en connais qui s'écœurent. C'est le fun de l'événementiel, mais j'en connais qui s'écœurent, puis c'est pas le fun de s'écœurer de ça, parce qu'après ça, tu donnes pas un bon service. Puis j'en vois là, des fois ces groupes-là, Facebook, ça pète des coches, puis j'ai des groupes fermés, là, puis là, ça dit voyons, là, les clients, là, vous voulez tout le temps payer pas cher, puis lui, il est blasé, là, en v'là un. C'est pas le fun de se rendre là. Non, je suis tout à fait d'accord avec toi. Par contre, pour le point de ne pas payer cher, en immobilier, c'est sensiblement la même chose. Dans le sens que. C'est tout le temps ça. Je veux dire, oui, OK, tu veux pas payer cher, mais si tu payes un peu plus cher, tu vas avoir une qualité de service qui vient avec. Que si moi, il faut que je coupe dans ma rétribution, dans ma commission, il faut que je coupe aussi dans mon service. Fait que, je veux dire, c'est. Ouais. À un moment donné, c'est un choix à faire. Tu veux un service de qualité ou tu veux je coupe dans mon service puis je te charge moins cher. Ouais. C'est pour ça, tu sais, puis je deal pas bien quand même. Pas que je deal pas bien, mais les gens, quand ils m'écrivent seulement par Facebook, mettons, c'est quoi? Hey, j'ai besoin de telle date, c'est quoi ton prix? Ça, c'est très rare que je suis funné, puis c'est très rare que je suis intéressant. Je vais. Tu connais pas le client, fait que tu peux pas. C'est quoi ton meilleur prix? 4000. Ah, mais là, c'est cher. Ouais, mais c'est quoi ton événement? Je sais pas. Fait que moi, juste pour être safe, 4000. Développe un peu, je sais pas. Là, mais il manque de jus. Là. Il manque de jus un peu. OK, t'as une date, parfait. Mais quand tu rencontres quelqu'un dans la rue, c'est premier contact. C'est pas juste nous autres en tant que vendeurs ou en tant que commerçants d'avoir un bon premier contact. Je pense que les gens, si l'approche est moins intéressante, déjà en partant. Ouais, c'est ça, parce que déjà, ça me donne un peu la personnalité de la personne. Je suis comme. Je suis plus. Je suis pas une personne. Je suis quelque chose que tu peux acheter. À quel prix je peux t'avoir? Puis quand la conversation commence comme ça, souvent, je suis moins intéressé un petit peu. Puis pour ça, je suis beaucoup plus intéressé par ceux qui
voient mes vidéos sur Internet. C'est pour ça que je suis beaucoup présent. Je mets beaucoup de vidéos. Je publie tout ce que je fais. Les gens peuvent voir en arrière-scène qu'est-ce qui se passe, peuvent voir ma personnalité un petit peu. Puis tu sais, même ce podcast-là, là, je veux dire, ma clientèle vont le voir, puis ils vont trouver, ils vont soit aimer, soit pas aimer. Exact. Je suis pas, là, je suis vraiment authentique dans ma personne, mais c'est sûr que dans un mariage, je suis pas là, je suis pas la même personne, évidemment. Là. Mais ça, je pense que c'est ça l'important aussi. Tu peux pas. Faut comprendre qu'on peut pas plaire à tout le monde. Non, puis ça, je l'accepte. C'est une question de valeur aussi. Là, je veux dire, personnellement, je voudrais pas. Oui, exact. Je voudrais pas faire affaire avec un client que justement, il n'est pas nécessairement honnête ou transparent ou quoi que ce soit, ou l'impression qu'il me cache des affaires. C'est sûr que il y a assez de courtiers immobiliers ou assez de gens dans l'événementiel que tu peux trouver une personne qui te c'est ça. Ben, trouver soulier à son pied. Là, exact. Je juge que si ta priorité, c'est le prix, je pense que je ne suis pas la bonne personne. Puis je le dis souvent, les gens qui m'écrivent, c'est quoi ton prix? Écoute, je ne suis pas celui qui est le moins cher. Est-ce que je suis celui qui va t'en donner le plus? Est-ce que je suis celui qui va t'accorder le plus de temps? Est-ce que je suis celui qui va toujours décrocher quand tu vas vouloir un appel? Est-ce que je suis celui qui va... tu sais, j'ai quelqu'un, là, il m'a demandé un service, là, je ne l'offrais même pas. Je suis en train d'investir. Je me suis dit, je voulais investir éventuellement. Je ne l'avais pas encore. Est-ce que c'est le temps? Oui, non, peut-être, je ne sais pas. Ouais, OK. On va s'entendre sur un prix, puis je vais le faire. Ouais. Puis en même temps, ça te permet justement d'élargir ton catalogue de services. Après ça, regarde, je vais l'avoir pour le prochain. C'est ça, je me dis. Exact. Puis jamais perdu. Je vois beaucoup les choses comme étant des opportunités. J'essaie de ne pas cracher sur des opportunités de faire mieux, d'offrir meilleur service. Mais c'est ça. C'est vraiment... côté vente, là, je pense que il y a toujours façon de retourner. C'est sûr que les gens, des fois, sont un petit peu malhabiles dans leur façon. Ils magasinent, ils ont tellement magasiné de gens. Encore une fois, ils ont tombé sur tellement de gens qui étaient plates, qui n'aimaient pas leur job, qui les ont maltraités. Puis là, ils viennent me voir, puis c'est quoi ton prix? Ils sont bêtes. Mais c'est sûr qu'il y a toujours façon de revirer la situation. C'est sûr qu'il y a toujours façon d'aller rechercher. Mais je suis moins un peu là-dedans. J'en fais, je suis passionné, mais j'en fais juste assez pour pas m'écœurer. C'est vraiment là que je me positionne. Puis comme dans l'immobilier, ton but, c'est d'avoir des gens qui veulent faire affaire avec toi. C'est sûr qu'au début, ça doit être un petit peu plus difficile. Tu dois accepter pas mal plus tout ce qui passe. Oui, Si, mettons, quelqu'un qui voudrait se lancer là-dedans, on en a parlé tantôt, c'est pas un domaine facile, c'est pas quelque chose que c'est à prendre à la légère en tant que tel. Tu es un peu plus appelé à devoir faire avec toutes sortes de clientèle au départ. Là, tu es moins... Tu peux pas dire non. Tu peux pas dire non. Parce que si tu dis non, justement, au début, tu perds des occasions d'apprendre. Oui, exact. Puis, je veux dire, plus que tu en fais, mieux c'est parce que, justement, tu as un revenu. Puis lui, si tu le traites bien, il risque de te référer des clients ou quoi que ce soit. Puis là, tu vas gagner en confiance. Puis, quand tu commences, si tu dis non, tu dis non, justement, comme tu dis, des opportunités d'apprentissage, de tout. Là. Ouais. Fait que, je veux dire, quand tu finis l'école, c'est bien plate, mais tu fais juste connaître tes lois. Tu te lances dans le marché, tu connais rien. Là. Exact. Je veux dire, l'école, c'est bon pour te former à être le plus légal possible, mais une fois que tu as ton permis, tu es lancé dans la fosse au lion, là, tu vas chercher de la clientèle à cette heure. Je veux dire, si un client qui te dit écoute, je vais faire affaire avec toi, tu le prends. Tu n'as pas les moyens de dire non. Là. Je veux dire. Moi, je me rappelle, mon premier client, c'était un condo. Mon premier vendeur, puis moi, j'étais dans la tête, c'est tellement compliqué de vendre des condos que je voulais pas vendre ça. Puis mon premier client, ça a été ça. Puis ça a super bien été, ça m'a permis d'apprendre. Puis aujourd'hui, je serais capable d'en reprendre des condos. Là. Ben oui. Tu manqueras pas l'opportunité. Exact. Fois. Exactement. Ouais. Oh, ouais. Bon, par rapport à ce que tu viens de dire, là, l'école, moi, je pense, on parlait d'un sujet quand même assez intéressant. Là. L'école, moi, j'en suis venu à la réalisation dernièrement que tu apprends à ne pas faire d'erreur. Ouais. Parce que tu es conditionné à ne jamais faire d'erreur. Tout est calculé selon les erreurs que tu fais. Tu fais des erreurs de français, tu échoues. Tu fais des erreurs de mathématiques, tu échoues. C'est tout le temps, on te conditionne à ce que faire des erreurs égale un échec. Je suis d'accord. Ouais. Puis,
souvent, je pense que c'est ça qui fait qu'il y a moins de gens qui vont entrepreneurs ou qui vont dans la vente parce que trop peur d'échecs. Trop Ouais. peur de faire des échecs. Non, ça, je suis d'accord avec toi. Tu sais, en immobilier, tu sais, on le s'entend, c'est pas des petites transactions. Fait que c'est normal, je dirais, qu'on ait autant de lois qui nous protègent, puis tout ça, puis qu'on les révise et tout. Mais c'est vrai que c'est en faisant des erreurs, justement, qu'on apprend, puis que c'est la meilleure école. Là. Tu sais, je veux dire, c'est sur le tas que tu apprends, vraiment. Tu sais, oui, c'est raw, c'est peut-être pas fait pour tout le monde, mais c'est directement sur le terrain que tu apprends. Là. Tu peux pas apprendre juste à l'école, puis, tu sais, on va se dire, l'école, c'est très linéaire. C'est une façon de penser. Ouais. C'est pas. Tu peux pas vraiment être si tu penses outside of the box, c'est comme. Ça ne fit pas. Puis, tu sais, l'école, c'est. Oui, c'est bien, c'est linéaire, ça donne une certaine façon de penser, mais il y a plus à ça. Là. Puis, tu l'apprends sur le tas, là, directement. Là. Ouais, parce que t'as beaucoup de cours qui sont à faire, en fait, en vente. Que ce soit n'importe quel domaine. Ouais. Puis des fois, nombre de fois que j'ai vu des gens aller payer un cours de 3 000 à 4 000 $, puis que le cours est vendu. Tu sais, les gens qui vendent le cours, c'est des vendeurs. Hein? Oui, exact. Ils vont essayer de te vendre un cours de 2, 3, 4, 5 000 $ pour que tu sois vendeur de char, FNI. Puis qu'au final, là, tu sors de là, eux, ils te disent « Ah, bravo, tu as réussi. » Tu arrives là, c'est carrément pas la même affaire. Mais non. Tu n'es même pas proche d'être dans le vrai monde de l'automobile. Combien du financement ou peu importe qu'est-ce qu'ils t'ont vendu comme cochonnerie de cours. Il y en a tellement. Il y en a des bons. Je ne dis pas qu'ils sont tous mauvais. Mais il y en a des arnaqueurs là-dedans. Là. Tu vas payer un cours de 3 000 à 4 000 $, tu as un certificat qui ne veut absolument rien dire pour aucune institution. Exact. Ouais. Il veut rien dire ton foutu certificat. C'est un certificat. Là. Ça vaut absolument rien. Tu as donné 3 000 à 4 000 $, puis au final, la vente, tu l'as ou tu ne l'as pas. Il n'y a pas un cours qui peut te donner, dire fais ça puis tu vas être bon. Faut que tu sois curieux de nature. Faut que tu sois quelqu'un qui est à l'aise avec les gens. Faut que. Je pense que le mot curiosité, c'est celui qui décrit le plus. Parce que si tu n'es pas curieux, quand tu vends, faut que tu fasses. Le spot, il faut qu'il soit sur tes clients. Si tu n'es pas curieux, tu ne le mets pas le spot sur les gens parce que tu n'as pas la curiosité de leur poser des questions sur leur vie, savoir c'est quoi leur style de routine, qu'est-ce qu'ils recherchent, ça fait combien de temps qu'ils cherchent peu importe le produit que tu vends, comme toi, mettons les maisons. Ça fait combien de temps vous cherchez une maison? Qu'est-ce que vous cherchez le plus? Tu sais, si tu n'es pas curieux, tu vas être transactionnel. C'est de poser les bonnes questions. Tu vas poser les questions qui te mènent à ta transaction, mais si tu es curieux de nature, tu vas poser des questions au-delà de ta transaction. Tu vas sortir, tu vas aller plus dans l'émotion. Puis je pense que c'est ça qui va faire la différence. Mais c'est drôle, moi je pense que ça s'apprend. La vente, moi je pense que ça s'apprend. Justement, pour moi, la vente, là, à base, c'est de créer une relation avec un autre humain puis de l'aider. Je vois pas ça, je vois pas la vente comme quoi il faut que. Tu sais, je veux dire, moi, ma force, c'est les follow-up. Là. Moi, je me suis enlevé cette pression-là quand je fais de la prospection de booker un rendez-vous, premier appel, il faut que je le book. Tu sais, je veux dire, plus que tu vas t'intéresser à l'humain, plus que l'humain en tant que tu prospectes avec qui tu vas faire affaire, il t'aime, ben, plus qu'il y a chance de faire affaire avec toi. Puis la meilleure façon, c'est justement de s'intéresser, poser des bonnes questions, mais ça, je pense que ça s'apprend. C'est intéressant. Je vois ton point de vue. La seule chose que j'ajouterais à ça, c'est que c'est pas que c'est impossible. Mais c'est que si tu fais les choses en suivant un script versus c'est naturel, c'est deux choses. Puis les gens le sentent. Les gens, tu sais, c'est ça qui est le fun du contact client, des ressources humaines ou de la vente, c'est que il y a des choses qu'on apprend avec le temps qu'on n'a pas vraiment connaissance, mais on apprend à saisir comment les gens agissent, leur non-verbal. Ça, c'est quelque chose qui s'apprend, puis que c'est pas l'école qui nous a enseigné. C'est tu l'apprends en faisant des erreurs sociales, tu l'apprends en jasant avec des gens. Je pense que si tu es insocial et tu n'es pas quelqu'un de curieux, je pense que tu pars avec une longueur en arrière. Ça, je suis d'accord avec toi. Pour en revenir au script, comme tu dis, c'est toute une question de pratique. Je veux dire, la vente, qu'est-ce qui aide beaucoup à la vente, puis qu'est-ce qu'il y a beaucoup de courtiers qui ont des scripts, ben c'est du roleplay. Parce que justement, à un moment donné, si tu connais tellement par cœur ton script, puis tes réponses à certaines objections, tu sais qu'est-ce qui s'en vient, que c'est naturel ta réponse, que c'est comme juste une discussion entre moi et toi. C'est clair que tes premiers appels ou tes premiers
truc de prospection que tu fais, que tu essaies de suivre un script, c'est vrai que ça va avoir l'air robotique parce que sûrement Tu vas avoir l'air d'un gars qui écoute pour répondre. Ouais, exact. Si t'es pas curieux et t'es pas naturel, tu vas écouter la personne pour y répondre à ses objections. Tu l'écoutes pas vraiment pour l'écouter. Fait que l'écoute active, ça s'apprend pas. Ouais, non, ça c'est vrai, par exemple. Ça s'apprend pas. Là. Puis, je veux dire, l'écoute active, on s'entend, c'est de prendre des notes, puis de la relancer, puis de justement relancer le client pour essayer de plus comprendre, plus, comme tu dis, à curieux. Mais ça, effectivement, je pense pas que ça s'apprend non plus. Là. Non, je pense que c'est quelque chose qui vient naturellement ou tu l'as pas. Je dis pas que c'est impossible, mais quelqu'un qui va dans la vente, je pense que c'est un atout qui va définitivement avantager quelqu'un. Là. Ben oui, ça fait la différence parce que justement, ton client, il sent écouter. Puis, tu sais, il sent pas comme quoi tu vas juste y répondre une objection pour essayer de le boucher en bon français. Tu sais, je veux dire, on s'entend que la vente, oui, c'est normal que tu aies des objections, mais s'il y a une objection, c'est parce que je pense qu'il y a une incompréhension en arrière de ça. Exactement. Exactement. Derrière chacun des noms, il y a quelque chose que tu sais pas. Ouais, il y a une information que tu as manqué quelque part. Exact. OK, on va rewind un peu, là. Chez le client, je comprends pas. On me semble qu'on avait tous les éléments en place. Il y a quelque chose que vous ne m'avez pas dit. Là. Il y a quelque chose qui ne marche pas parce que 1 + 1, ça fait 2. Là. Vous m'avez dit ça. C'est ça que vous vouliez. On est en plein dedans. C'est ça. Il y a quelque chose que vous ne m'avez pas dit. Là. Il y a quelque chose qui manque. Exact. C'est de savoir où est-ce qu'il vient le nom. Okay? Pourquoi là, c'est non. Puis, c'est de comprendre par rapport à ça. Je veux dire, tout dépendant du domaine. Moi, les gens que je prospecte, je ne dirais pas le nom, mais il faut que je fasse attention à la LNTE. Puis, eux, c'est pour sauver la commission. Je veux dire, au final, OK, oui, tu sauves la commission, mais ça tu veux dire les gens qui veulent vendre par eux-mêmes. Oui, exactement. Faire affaire avec les courtiers. Mettons, ça, c'est majoritairement qu'est-ce que je prospecte en ce moment. Puis, tu sais, je peux comprendre que tu sauves la rétribution, mais si ça te prend 1 an à la vente de ta maison, puis ça... C'est ça. Puis, dirais-tu que, mettons, en faisant affaire avec un courtier, les gens vendent plus cher? Est-ce qu'ils ont plus de chances, du moins? Ben, c'est du cas par cas parce que, je vais te dire, ben, franchement, il y a beaucoup de maisons, justement, qui sont en vente par eux-mêmes, qui sont overlistées de une 30aine de mille, une 40aine de mille facilement en montant. OK. Fait que les gens qui vendent par eux-mêmes, tu dirais qu'ils ont souvent tendance à vendre émotionnellement, essayer de vendre plus cher, là. Ben, c'est pour ça que, justement, l'utilisation d'un courtier, ça te permet, justement, tu n'as pas d'émotion à impliquer parce que moi, je suis un third party. Là. Oui, mon but, ça va être de te vendre, puis moi, émotionnellement, je ne suis pas rattaché à ta maison, je suis rattaché à la transaction, mais pas à ta maison. Ouais. Fait que, quand tu vends par toi-même, tu as des émotions à travers ça. Donc, si tu arrives avec une offre, là, que je suis 50 000 en bas de ton prix, vas-tu être insulté ou tu... Ah, OK, oui. OK. Je veux dire, c'est là que ça vient. Là. Toi, tu as plus l'opportunité, en fait, de faire OK, je comprends, 50 000. Là, toi, tu es l'intermédiaire. Oui, exactement. L'offre, ça vient à toi. Je trouve ça intéressant ce que tu dis. Émotionnellement, toi, tu n'es pas rattaché à la maison. Fait que si tu reçois une offre qui n'a pas de bon sens, tu seras pas là à péter une coche. Tu vas être comme, OK, on va essayer d'être rationnel ici. Puis là, est-ce que tu rentres dans une certaine... Comment ça fonctionne, dans le fond? Quelqu'un fait une offre, là, tu rentres dans une négociation directement? Exact, c'est un jeu de négociation. Par contre, je veux dire, les vendeurs ils ont toujours l'option de juste refuser, faire non, on veut pas savoir d'aller plus loin avec ça ou quoi que ce soit, ou même de l'accepter ou juste de revenir en contre-proposition. Donc oui, on rentre dans un jeu de négociation, tout dépendant du... Puis est-ce qu'il y a une grosse place, présentement, est-ce qu'il y a une grosse place à la négociation? Parce que tu disais tantôt qu'il y avait beaucoup de surenchères. Fait que là, ça a l'air... Est-ce que ça a l'air plus d'une vente aux enchères qu'une vente à négociation présentement? Bien, c'est une bonne question. C'est du cas par cas, en fait. Okay. En ce moment, là, qu'est-ce qui arrive là, quand on est en surenchère? Tu as souvent une offre d'achat qui est en premier rang. Donc, la meilleure offre d'achat qui a été sélectionnée avec les conditions et tout. Okay. Tu en as aussi une en deuxième rang. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que tu en as une qui, exemple, c'est la A, là, la catégorie A. Elle a tout, elle correspond aux critères. Puis la B, qui est celle en deuxième rang, que peut-être au point de vue du montant, délai est un peu plus long ou un peu en bas du prix, que finalement, là, est en deuxième rang. Okay. Donc, quand tu es dans cette situation-là, que tu en as deux d'accepter, si on peut dire, tu n'as pas de place nécessairement à négociation quand tu reçois le rapport d'inspection puis que tout est beau ou quoi que ce soit. Tu n'as pas vraiment de place à négocier parce que, si tu décides de négocier, le vendeur peut juste être, ben écoute, si lui négocie, puis moi, je m'en vais voir l'autre, là.
Fait que tu perds ta transaction là. Fait que les acheteurs, ils perdent leur transaction, puis ça OK. tombe aux acheteurs suivants. Je sais pas si c'est clair, mais... Ouais. Ouais. OK. Ouais. OK. Ouais. Fait que cas par cas, là, des fois, c'est plus ça a l'air plus d'une vente aux enchères. Exact. D'autres fois, là, il y a plus de négociations un petit peu. Exactement. Puis ça dépend toujours dans quel secteur. Je veux dire, à Sherbrooke, 450 000 en bas, oui, la surenchère. Mais plus que tu t'en vas dans un petit village, exemple, Danville, ou j'en ai une à Danville, c'est pour ça que je dis le nom de Danville. Mais c'est plus que tu t'en vas en campagne, moins qu'il y en a, puis vu que c'est moins recherché aussi. Là. Les surenchères sont plus en ville. Là. Exactement. Ouais. OK. Vu que c'est bien recherché. OK. Tu as dit quelque chose de super intéressant tantôt au point de vue de la vente, là, parce que moi, je viens d'un milieu où est-ce que l'automobile, tu sais, puis comment ça fonctionnait, c'est que j'avais des boss qui c'était tu closes ou tu closes pas. Okay. Ton client est rentré, s'il est sorti, c'est pas une question de tu as un client potentiel, c'est que tu l'as manqué. OK. Moi, je viens de ce milieu-là. Tu as dit quelque chose de super intéressant tantôt. Toi, tu crois beaucoup au follow-up. Oui. Est-ce que tu penses que de façon générale, c'est comme ça dans l'immobilier? Parce qu'on s'entend, c'est pas comme si tu es dans une succursale, tu vends des meubles, tu vends des autos, puis j'ai l'impression que c'est des ventes qui prennent plus de temps. C'est pas quelque chose qui se fait d'une... En tout cas, peut-être que je me trompe, là, mais j'ai pas l'impression que c'est quelque chose qui se fait la journée même. C'est un long processus, puis ça peut impliquer plusieurs follow-up. Là, tu sais, je te parle juste de prendre un rendez-vous avec un vendeur. Pour moi, ça prend des follow-up. Parce qu'effectivement, avant de mettre une maison en marché, il y a un long processus. Je veux dire, il faut que tu l'évalues. Là, tu as plein de documents aussi à remplir, la déclaration du vendeur, contrat, etc. Okay. Donc, tu sais, juste pour avoir un rendez-vous, c'est une question de follow-up. Parce que, tu sais, je veux dire, le premier appel, si tu es vraiment un top closer et tu es capable de closer sur le premier rendez-vous, good for you. Mais tu sais, je pense que le premier appel, il faut que tu crées un lien plus rapidement possible. Quasiment quelqu'un qui s'est fait référer ou quelqu'un de la famille qui est sûr qu'ils vont faire affaire avec eux la majorité du temps, probablement. Mais tu sais, exactement. Puis tu sais, je sais pas pour toi dans l'automobile, est-ce que tu prenais les coordonnées des gens, puis tu les relançais, puis tout ça? Tout était rentré dans le système, là, ça c'est sûr, mais tu sais, je t'avoue que je n'étais pas un grand fan de follow-up. Puis quand le boss venait voir, avez-vous rappelé tous vos clients de ouais, je l'ai fait. Ouais, je comprends. J'étais vraiment pas un fan de follow-up, là, honnêtement. Probablement, j'aurais pu sauver une vente ou deux par mois, certainement le faire. Mais tu sais, on avait tellement de gens qui rentraient, on avait tellement d'inventaires. Tu compenses à quelque part. Honnêtement, ça compensait à un moment donné. J'étais loin d'être dans les tops, là, honnêtement. Là, vraiment très loin d'être dans les top vendeurs. J'avais de la grosse compétition où est-ce que j'y étais, mais j'ai pas la structure pour le follow-up. Okay. Puis on arrivait tellement d'une place parce que le boss, même si tu lui disais... fallait jamais que tu lui dises que tu avais quelque chose à la slide, parce que sinon, il allait venir te... C'était de même dans l'automobile. Là. Si tu lui disais « j'ai peut-être quelque chose », le lendemain, si tu n'avais pas mis un char dans le livre, là, c'est comme « Hey, tu m'avais pas dit que tu avais quelque chose? » C'est où, ça? Je comprends. Je m'attendais à quelque chose, là. Regarde. Fait que c'est ça, fallait que tu te fermes un peu la gueule sur ce qui s'en venait, sur les ventes que tu avais sur la slide. Si tu closais on the spot, ben tant mieux. Tu venais de marquer une vente dans le livre ou sur le tableau, peu importe la méthode, mais si tu avais des follow-up, il fallait quasiment que tu te la fermes parce que si tu mentionnais, puis il y en a, tu sais, comme dans tout domaine, tu en as des lèche-culs que hey, boss, regarde, j'ai de quoi ça à slide, j'ai de quoi ça à slide. Mais après ça, c'était tout le temps sûr que là, tu fais profil bas quand tu l'as pas fait, tu sais. Ouais. Mais c'est ça, follow-up, j'étais vraiment pas un fan. Trop de. C'est toujours une question de s'intéresser à l'humain et amener de la valeur. Ben, c'est parce que moi, j'ai l'impression que tu as juste une occasion de faire une première bonne impression. Puis j'ai l'impression qu'en follow-up, des fois, toi, dans ton domaine, c'est comme si tu n'as pas vraiment le choix. On dirait que c'est quelque chose qui prend un long processus. C'est très émotionnel. C'est un achat de maison. Un achat d'auto aussi, mais un achat de maison, c'est une grosse achat. C'est pas quelque chose que tu fais sur un coup de tête. Non, faut que tu sois préparé. C'est un long processus. Tu as les courtiers immobiliers, courtiers hypothécaires, tu as le notaire là-dedans. Tu as beaucoup d'étapes. Fait que je pense que c'est quelque chose qui prend un plus long processus. Ouais. Mais mettons, dans de la vente rapide, comme des meubles, des autos, je n'étais pas fan de follow-up. Moi, j'ai fait ma première impression, je l'ai eu, je ne l'ai pas eu. Ouais, je comprends. De cette façon-là, je le voyais. Je comprends. Mais pour être franc avec toi, dans le domaine du... pas nécessairement l'immobilier, mais dans qu'est-ce que tu disais des meubles, j'ai jamais entendu un vendeur dire j'ai fait des follow-up. Étant donné que c'est
sais, t'as des walk-in. Tu sais, dans l'automobile, oui, ça, genre, j'ai entendu des vendeurs faire des follow-up ou quoi que ce soit. Dans l'immobilier, t'as pas le choix. Sinon, tu sais, je veux dire, on est tellement, là. Tu sais, on est 16 000 courtiers au Québec, 400 en industrie, là. Ouais. Fait que, tu sais, t'as le choix, là. Tu sais, je veux dire, C'est ça. Puis, tu sais, en toute transparence, j'ai perdu des transactions cette année parce que j'avais pas fait des follow-up, parce que j'étais comme, ça me tente pas. Ouais, c'est dur de se battre dans. Tu sais, souvent, on se bat. Le plus gros combat, il est dans notre tête. Hein? La majorité du temps, là, le plus gros combat, c'est pas contre les clients, c'est notre tête. C'est de trouver la motivation. En fait, c'est pas la motivation. La motivation, elle vient puis à part, c'est de se discipliner. Ouais. C'est de trouver la discipline de le faire. De ne pas trouver la constance, la discipline de ne pas se trouver d'excuses pour remettre toujours à plus tard les tâches qu'on a à faire maintenant. Parce que du follow-up, si tu le fais sur une base de motivation, tu le 90% du temps, tu le feras jamais. Jamais. C'est comme des cold calls. Cold call. C'est pas le... Tu sais, je veux dire, c'est pas la chose la plus plaisante à faire, mais you gotta do what you gotta do. Là. Sinon, tu sais, je veux dire, si tu fais pas tes cold calls, ben écoute, tu vas avoir des conséquences dans 3 à 6 mois. Tu sais, je veux dire, si tu fais tes cold calls-là, ben, tu risques d'avoir des résultats dans 3 à 6 mois. Il faut apprendre à avoir une vision long terme. C'est ça que l'immobilier, ça m'apprend beaucoup. Là, tu sais, je veux dire, d'arrêter de vouloir les résultats là puis essayer de voir plus long terme. Là. Ouais. C'est vrai, ça. C'est vrai parce que c'est de pas tout le temps voir juste le reward qui est facile et rapide, c'est de le voir plus à long terme. Exact. C'est vrai que ça peut être une bonne façon de pas de se motiver, mais plus de se discipliner à se dire si je fais ça, il va y avoir des résultats au final. Exact. Mais moi, c'est ça. C'est drôle parce que des cold calls, moi, j'avais donné de la formation là-dessus quand j'étais. Ben, c'était plus ou moins les cold calls, c'était des clients qui avaient déjà fait affaire avec la business. Mm-hmm. Fait que c'était plus ou moins, ils connaissaient déjà la compagnie. Je ne pourrais pas dire que c'était des cold calls, on dit des warm, mais moi, j'aimais ça parce que c'était tellement challengeant. Eh oui. C'est challengeant d'appeler du monde puis qui sont pas à la recherche de quelque chose puis essayer de juste être capable de leur faire, juste de se rendre à une soumission ou juste être capable de parler plus que 30 secondes avec le client. Ouais. Ça, c'était un défi. Puis à chaque fois, moi, je donnais de la formation. Je m'en souviens, je donnais de la formation, tu étais dans un petit cubicule, je prenais le téléphone, il y avait quelqu'un à côté de moi. Puis là, je prenais le téléphone, puis là, à chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui m'avait raccroché la ligne au nez, et puis, c'était drôle, hein? Moi, c'est tellement que je le prenais. Puis je me disais, bon, combien il faut que j'en fasse avant qu'il y en ait un qui me fasse une vente? Fait que là, mettons, j'en faisais, on va dire 10, c'est très optimiste, là, parce que ça en prenait peut-être 20 calls avant que tu fasses une vente. Parce que faire 10% en cold call, c'est difficile quand même des fois. Fait que la moyenne, elle doit être à peu près à 15-20 de ce que je voyais à peu près là, sur les réseaux sociaux. Ben, pas les réseaux sociaux, mais sur Internet, quand je faisais de la recherche là-dessus. Tu sais, tu fais 10% de ce que tu appelles puis ta prospection, c'est quand même bon parce que tu es allé chercher des gens qui ne cherchaient pas de service. Tu as été capable d'aller trouver un besoin. Fait que c'est excellent. Là. Ouais. Mais, tu sais, justement, ces clients-là que tu appelles, là, peut-être qu'ils veulent rien savoir, mais dans 6 mois. On va peut-être se souvenir de toi. Ben, dans 6 mois, peut-être qu'il va avoir besoin de quelque chose ou. Tu sais, c'est pas nécessairement de faire des appels fatigants de genre, t'as-tu besoin d'un char, t'as-tu besoin d'un char. C'est juste savoir comment ça va avec ton auto, t'es-tu satisfait, y a-tu de quoi qu'on peut faire de mieux. C'est toujours donner de la valeur et tout ça. Puis, tu sais, il va se souvenir de toi. Puis la journée qu'il va vouloir changer, puis il veut rester dans la même compagnie, dans la même marque, il va aller voir toi. Là. Ouais. Puis là, c'est drôle que tu dis ça parce que, tu sais, à demi-vendu, avant, c'était juste moi qui parlais, puis je donnais des conseils sur la vente. Puis ça, je me souviens que c'est quelque chose. D'ailleurs, allez pas les écouter, là. C'était vraiment merdique. Mais anciennement, c'est ça, c'était ça. Puis je me souviens avoir dit ça, de dire. De quoi qu'on parlait? La valeur, amener de la valeur. Amener de la valeur. Ouais. Amener de la valeur. Parce que souvent, c'était ça. Mettons, t'entends dans l'automobile, là, je ramène toujours ça à l'automobile, là, je m'excuse. Mais il n'y a pas de stress. Il y avait des vendeurs que, quand ils rappelaient leurs clients, c'était « Oui, bonjour, je vous appelle prendre des nouvelles. Où est-ce que vous en étiez rendu finalement dans votre magasinage? » Hey, ça, là, c'est la... T'apportes aucune valeur. T'as rien amené. Tu déranges la personne chez eux. Il est peut-être en train de faire quelque chose. Là, tu vas me dire, ouais, mais s'il est occupé, qu'il ne répond pas au téléphone. Mais tu sais,
tu vas déranger quelqu'un dans sa routine pour juste lui demander « T'es en rendu où dans ton magasinage? » Hey, c'est tellement pas pertinent, là. OK, mais encore, où est-ce que tu peux aller? C'est comme OK, hey monsieur, je vous rappelle concernant la transaction, vous êtes venu me voir la semaine passée, vous aviez essayé le véhicule. J'aimerais voir, en fait, si on ne pourrait pas vous donner un petit peu plus pour votre échange. J'aimerais voir si on ne serait pas capable de se rendre un plus, peut-être un terrain d'entente sur le prix. Est-ce que vous aviez aimé votre essai routier? Est-ce que vous aviez, tu sais, Chris, va creuser un peu, là. Ça te permet justement d'avoir du feedback et t'améliorer. Avoir du feedback. Puis, tu sais, si, mettons, on peut, même si c'est pas une vente, là, puis qu'il dit, ah, ben, tu sais, honnêtement, j'ai trouvé que le véhicule, il manquait ci ou manquait ça, ou c'est au niveau du service. Ah, tu sais, j'ai trouvé que tu semblais pas être très vendeur, ou peu importe, là, des fois, il y en a qui vont vraiment carrément te le dire, là. Ben, crème, la prochaine fois, tu vas t'en souvenir, puis tu vas faire moins d'erreurs. C'est de même que tu acquéris des leçons, puis c'est de même que tu les apprends, tu apprends à ne plus refaire les mêmes erreurs, là. Ah oui, exact. Puis c'est justement. Apporter de la valeur. Tout le temps apporter de la valeur, puis c'est en faisant des erreurs que tu apprends. Je veux dire, en immobilier, moi, personnellement, de la façon que je le fais, c'est que je demande toujours comment ça se passe sur un vente. Puis, tu sais, je veux dire, ils donnent du jus, puis, tu sais, la majorité, ça se passe bien, puis, tu sais, je veux dire, ils disent qu'on les visite, quoi que ce soit. Tant mieux, tu sais, je veux dire, c'est ça le but. Rendu là. Puis, au niveau de tu sais, on parlait de prospection. Toi, comment ça fonctionne? C'est quoi ton outil principal de. Comment tu fais pour aller chercher de la clientèle? Parce que, comme tu as dit, c'est pas la bannière qui te fournit rien, c'est 100% toi. Ouais. Comment tu fais? En plus, tu es avec une équipe. Ouais. Là, je suis dans une équipe. Eux, c'est beaucoup des. Tu sais, eux, ils me réfèrent beaucoup des acheteurs. Moi, j'ai rien contre les acheteurs. Puis, tu sais, je veux dire, j'ai des bons acheteurs. Puis, tout ça. Moi, j'aime travailler avec les vendeurs. Donc, mettre ma pancarte. Puis, dire comme quoi que ça, c'est à vendre. Parce que je trouve que c'est. Pas nécessairement que c'est moins de job, ça en est autant sinon plus parce que tu as beaucoup de recherche à faire, puis c'est ça que j'aime faire, la recherche, chercher des documents, tout ce qui est par rapport aux taxes, puis tout ça. La recherche, quand même, de base, c'est pas de la grosse recherche exhaustive, mais tu sais, j'aime apprendre sur le bâtiment que je vends. Okay. Parce que, puis justement, en posant des questions avec mes clients pour passer la déclaration du vendeur, ben, tu sais, je veux dire, j'apprends sur le bâtiment, voir comment c'était fait dans ces années-là. Puis, tu sais, je veux dire, ouais, ça, je dirais, c'est plus satisfaisant pour moi. C'est plus facile d'avoir de la clientèle acheteur que vendeur, j'imagine? Plus facile d'avoir des acheteurs. Parce que l'acheteur, en tant que tel, c'est pas lui qui te paye. Non, tu sais, je veux dire, c'est réduit de pour le courtier, ça devient de la rétribution du courtier inscripteur. Okay. Donc, exemple, tu as 5% de rétribution de tes courtiers inscripteurs, ben, tu donnes 2 aux collaborateurs qui représentent les acheteurs. OK. Fait que, mettons, le courtier, je donne un exemple, il est pour un autre bannière. Ouais. Lui, il a affiché une maison. Toi, tu avais un client qui était acheteur. Ouais. Tu as fait en sorte que tu as trouvé cette maison-là pour tes acheteurs. Ouais. Il achète cette maison-là. Ouais. Lui, il faisait 5%. Il doit te donner 2%. Oui, de son 5%, il y a 2% qui viendra à moi. Ouais. Exact. OK. Ouais. OK. Fait que vous faites quand même. C'est ça que je me demandais tout le temps. Je me disais, écoute, ils font-tu juste de l'argent à la vente ou ils font de l'argent aussi à l'achat? Ben, on fait de l'argent des deux côtés, mais il faut passer au notaire. Je veux dire, on n'est pas payé tant aussi longtemps qu'on n'est pas passé au notaire. Fait qu'on n'a pas de salaire, rien. Non, c'est ça, exact. Ouais, exact. C'est vente notariée. C'est ça qui cause la vente. Ouais. Écoute. Et puis des fois, c'est-tu long avoir des notaires dans le coin? Sûrement pas. Ça dépend avec qui tu travailles. Nous, on est chanceux. On travaille en collaboration avec un bon bureau de notaire qui est l'équipe Abinader. Juste donner un shout-out à Olivier. Mais ouais, puis quand même, il est très rapide. Puis pour un super bon service. Un bon service. Ouais. Sinon, ça dépend de ta transaction, ça dépend de ton délai d'occupation, mais ça peut être 3 semaines à 1 mois à peu près. Vu qu'il y a eux, ils ont encore plus de recherches à faire de leur côté. OK, quand même. 3 semaines, 1 mois avant de pouvoir dire OK, la vente est faite finale. Exact. Toi, en tant que courtier, ça peut être long avant que tu mettes du pain sur la table là, si tu n'as rien d'autre sur la slide. Là. Exact. Okay. Exactement, ouais. Okay. Mais ça fait partie de la job. Là. Les défis du travail. Ouais, exact. Ça serait quoi le plus grand conseil que tu donnerais à quelqu'un qui veut se lancer là-dedans? Sois prêt à sortir de ta zone de confort. Prends le rejet, puis commence dans une équipe. Commencer dans une équipe. Ouais, parce que justement, tu vas apprendre plus vite. Ouais. Tu vas pouvoir t'améliorer. Puis tu sais, je veux dire, moi, personnellement, j'ai commencé tout seul parce que je voulais voir
je voulais voir si j'étais capable tout seul. Je sais que je serais capable tout seul, mais tu sais, je trouve qu'en équipe, je travaille mieux en équipe que tout seul. Au final, on travaille tout pour notre poche. Fait que exact. L'important, je pense, c'est de mettre son ego de côté et de dire OK, je vais prendre le chemin qui va me rendre au même but, qui va peut-être un peu plus facile ou peut-être juste différent, mais qu'au final, je vais mettre du pain sur ma table. Exact. C'est entièrement différent. Puis, tu sais, je veux dire, je l'ai fait tout seul. Moi, j'ai voulu me péter en bon français, j'ai voulu me péter la face le plus possible. Puis, je me suis cassé la gueule, là, pour être vrai. Tu sais, je veux dire, ça n'a pas été comme je le voulais. Puis, tu sais, depuis que je suis en équipe, je suis dans une excellente équipe. Je me sens très bien, je suis soutenu, je suis encouragé. C'est vraiment le fun. Puis, on est une belle petite équipe de 4 courtiers avec une adjointe, puis c'est juste génial. Que je pense que si j'avais été tout seul, je ne sais pas si j'aurais fait du courtage encore. Là. Okay. Tu sais, je dis ça à ce point-là. Là. Tu sais, le soutien ne doit pas être le même non plus. Là, exact. T'es tout seul à donner une tape dans le dos, ça fait différent. Là. Non, c'est ça. Faut que tu sois capable de te motiver toi-même, puis, tu sais, je veux dire, oui, en équipe, c'est la même chose, il faut que je me motive moi-même. Là, je veux dire, c'est pas mes chefs d'équipe qui sont là. Il ne faut pas se fier sur les autres qui vont toujours... on s'entend. Mais non. Ouais. Mais tu sais, si vous êtes capable de ça, go for it. Puis, tu sais, je veux dire... je pense que pour être tout seul, il faut que tu sois plus... faut que tu aies des gros contacts. Ouais, moi, j'ai l'impression... Parce que j'ai vu des gens aller dans le courtage immobilier, puis la raison de leur succès, c'est qu'ils avaient les contacts. Ils sont rentrés à la bonne place au bon moment. Ils ont comme eu ça sur un plateau d'argent. Je dis pas tout le monde, mais il y en a beaucoup que le succès immédiat en allant dans ce domaine-là a été, entre autres, à cause des contacts. Mais c'est un peu dans n'importe quoi. Exact. Je veux dire, j'ai connu des courtiers en assurance que, écoute, c'était les contacts qui faisaient qu'ils en vendaient plus. Puis, même chose dans l'auto, même chose dans les meubles, des contacts. Une compagnie X qui achète tant de véhicules par année. Une compagnie X qui a besoin de tant de meubles par année. Dans la vente, le contact est très important. La réputation est très importante aussi. C'est primordial parce que c'est ce qui t'amène ton prix sur la table. Exact. Surtout dans le B2C, là, comme on est là, en ce moment, là, je veux dire, on est business puis on va à un consommateur. C'est clair que le réseau de contacts, c'est important. Là. Je veux dire, c'est ça qui peut faire en sorte que tu as toujours un roulement de clients, que d'acheteur ou de vendeur, peu importe, ça peut venir de ça, juste entièrement de ça. Oui. Toi, c'est sûr que ça fait 1 an, fait que tu n'as pas eu cette opportunité-là probablement encore, mais est-ce que les gens font souvent affaire avec le courtier qu'ils ont eu? Tu sais, mettons, tu as été le courtier qui a trouvé la maison pour des acheteurs. Ouais. Est-ce que souvent, c'est lui qui vont sélectionner pour la vente? C'est du cas par cas. Il y a beaucoup de clients qui ne sont pas nécessairement fidèles à leur courtier pour des raisons X, Y qu'on ne sait pas. Peut-être qu'ils n'étaient pas satisfaits du service au final ou quoi que ce soit. Ça se peut. Mais la majorité du temps, je pense que si tu donnes un bon service puis tu montres que tu es compétent puis que tu cares à propos de tes clients, ils n'ont pas de raison d'aller voir ailleurs. Là. Même si c'était un peu plus cher, le service il est là. Pourquoi tu irais voir ailleurs? Ouais. Je pense que les gens ils ont une mémoire visuelle. Puis, je t'explique. Puis, ça, c'est une autre affaire que je parlais avec Pierre en même temps hier. Là. C'est les gens, s'ils t'ont pas vu je lance des chiffres de même, là, mais moi, je pense que si les gens t'ont pas vu dans les derniers 6 mois, la dernière année, là, ils se souviennent pas de toi au moment qu'ils ont besoin de... exemple, là, moi, je suis dans l'événement. Là. Puis, il y en a du monde dans mon entourage qui se marie, là, puis je suis comme, il vient de se marier. Cool, j'étais pas au courant. Ouais. Puis après ça, là, je l'ai été voir plus tard, puis c'est comme, c'est-tu? Oh, c'est. Je t'ai oublié. Ah ouais, tu m'as oublié, est-ce que ouais. Pourtant, je suis tout le temps, je veux dire... Fait que je pense que c'est pour ça que c'est important notre présence sur les réseaux sociaux. C'est important de mettre dehors qu'est-ce qu'on fait le plus souvent possible. Parce que les gens, après un certain temps, quand ils ne t'ont pas vu depuis 1 an, 6 mois, ou ils ne se souviennent pas nécessairement. Là. Les gens ont la mémoire courte, j'ai l'impression. Ouais. Puis, mais c'est sûr que, par exemple, pour un achat de maison, ça doit être différent un peu, là, Chris. C'est sûr que tu te souviens c'est qui le courtier qui t'a fait acheter la maison. C'est ta plus grande achat. Tu n'as pas de plus grand achat que ça dans
dans ta vie, c'est une maison. Puis, il y avait de quoi que je voulais dire. Je me souviens plus c'est quoi. Ben, tu sais, pour qu'est-ce qui est le courtage, juste, c'est pas nécessairement faire la grosse affaire, mais tu sais, juste souhaiter bonne fête, des trucs du genre, là, Ouais. ils t'oublient pas, puis tu sais, sinon, ça fait des petits follow-up pour 6 mois, 1 an. Hey, comment ça se passe? Êtes-vous toujours satisfait de votre maison? Tu sais, c'est toujours de s'intéresser aux gens, là. Exact. Puis c'est d'être sincère aussi, pas sentir que ça soit fake et Non, juste pour c'est des. ça. Si les choses sont faites avec sincérité, authenticité, je pense que c'est deux éléments qui font que. Puis, tu sais, au bout de la ligne, là, tu sais, on dirait qu'on entend des fois. Ben, c'est vrai, j'avais comme dans l'idée que tu ne pouvais pas être un crosseur si tu es courtier immobilier, mais non, c'est vrai. On se fait souvent dire. Là. Mais ça, c'est même affaire que dans l'automobile, puis mon but, c'est pas nécessairement d'aller là, mais tu sais, dans le sens où est-ce que si tu fais tout avec authenticité, respect, puis que tu peux dormir sur tes deux oreilles la nuit, je pense que les gens vont revenir. Oui, c'est sûr. Si tu es capable de dormir sur tes deux oreilles la nuit parce que tu es confiant que ce que tu as fait, c'était legit, puis tu n'as pas dépassé la ligne. Ouais. Mais tu sais, je veux dire, ben, franchement, qu'est-ce qui nous nuit en ce moment, les courtiers? C'est qu'il y a des journaux que je nommerai pas nécessairement les noms, ils ont un malin plaisir justement à rabaisser ce super beau domaine-là qui est le courtage. Tandis que, OK, oui, c'est des cas, c'est arrivé quelques fois dans les dernières années, là, on ne se le cachera pas. Mais tu sais, s'ils faisaient juste un peu plus un travail de recherche, là, aller sur n'importe quel courtier immobilier, là, les commentaires positifs, le nombre de 5 étoiles, tu sais, on se rend compte qu'au final, là, c'est très, très minime. Là. C'est 99% des courtiers qui sont des super bons courtiers, puis on paye pour le 1% qui fait leur job de croche. Exact. Ben oui. Puis c'est ça qui m'insulte souvent dans ces cas-là, parce que vendeur automobile, c'était comme ça aussi. Souvent même, tu rentrais en confrontation avec quelqu'un, tu sais, une nouvelle personne qui rentre, un nouveau client, tu es en confrontation avec lui parce qu'il te confronte. Il veut tellement pas se faire crosser que là, il est comme, je vais y en faire voir au vendeur. Ouais. Je vais lui montrer que c'est pas n'importe qui a affaire. Ça, c'est tellement désagréable. Puis c'est comme, ouais, il veut se prouver à lui-même. Dans quelles circonstances c'est acceptable de faire ça? Dans quel moment tu rencontres une nouvelle personne et tu fais payer cette personne-là pour toutes les autres? C'est vrai. Dans quel monde tu vis que ce soit acceptable? Ben, ça l'est pas, là. Ça, on a tendance à généraliser, là, surtout. Là. Ben, généraliser. Puis, tu sais, l'affaire, là, c'est qu'en plus, si tu t'informes un minimum, là, t'es pas censé te faire fourrer. Là. T'es vraiment pas censé. Là. Le prix des choses sont en ligne. T'es capable d'aller vérifier. Je veux dire, là, au niveau des maisons, je veux pas parler à travers mon chapeau, fait que je vais renommer l'automobile, mais tu es capable d'aller voir le prix du véhicule sur Internet. Tu es capable d'aller voir le montant de financement, le pourcentage. Tu es capable de sortir un calculateur qui va te calculer le montant avec les taxes, avec les frais. Tu es capable de prendre ton contrat, tout mettre les éléments dans un calculateur, puis t'assurer que le paiement que tu as, c'est vraiment ce que ça donne. Pourquoi? C'est quoi l'idée? Tu sais, le monde qui se font fourrer ont quasiment fait exprès, là. Pour vrai, là, je veux pas taper sur la tête des victimes. Il y en a vraiment qui se sont vraiment fait fourrer puis ils savaient pas. Mais t'en as que c'est comme... C'est un minimum de recherche, rendu là. Tu t'es quasiment mis la main dans le feu, là. Je veux dire, si tu fais tes recherches un minimum, puis la majorité des gens qui sont sur le marché, je sais pas pour l'immobilier, mais les gens sont plus informés que nous la majorité du temps. Ils en savent plus. Peut-être pas dans l'immobilier, mais n'importe quel vendeur, là, tu magasines de quoi en ligne, tu magasines un véhicule, tu magasines des meubles, tu magasines de l'assurance. Les gens sont plus informés. Ouais. Fait que les gens qui se font fourrer, puis c'est ça qui est drôle, c'est ça que tu t'en parlais. Les journaux, ils vont taper sur la tête, mais c'est comme, ouais, mais si on prenait le temps de juste dire, hey, qu'est-ce que tu as fait? T'as pas checké, t'as pas regardé, t'étais pas à tes affaires. Tu sais, si tu traverses la rue sans regarder, là, va te faire frapper, Chris. Ouais, non, c'est vrai. C'est un peu ça. Si tu t'informes, t'es pas censé te faire fourrer tant que ça, là. Puis je trouve que le monde a le bouton facile de se faire fourrer. Ah, je me suis fait fourrer. Ouais. Ils tapent sur le bouton, là. Puis la tape sur le bouton, ils l'ont facile, là. Mais tu sais, pour revenir au courtage des journaux, tout ça, dans cette situation-là que je parle, la courtière était vraiment dans le tort, puis elle n'a pas fait elle a fait de quoi de vraiment d'illégal, puis tout ça. Ouais.
Puis, tu sais, je veux dire, là, ça passe dans la presse, puis tout ça. Puis, tu sais, après ça, c'est tout nous qui payent. Puis, tu sais, je veux dire. C'est ça qui est plate. C'est Ouais. ça qui est plate. Tu sais, il n'y a aucune autre circonstance à part faire affaire avec des vendeurs où est-ce que tu rencontrerais une nouvelle personne puis tu la ferais payer pour toutes les autres en arrière. C'est vrai. Qui t'ont déjà fait du tort. C'est Il vrai. n'y a aucune autre circonstance que tu ferais ça. C'est vrai. Jamais. En Tu général. rencontres une nouvelle personne, c'est une nouvelle personne, c'est une nouvelle relation, c'est nouveau, c'est de l'inconnu. C'est pas censé. Il n'y a pas de switch qui est censé déconnecter et se dire. Ils sont tous de même. Ça n'arrive pas. Il n'y a pas d'autres circonstances. Fait que ça là, je trouve ça vraiment ordinaire, des gens qui font ça. Là, que tu devrais, minimum, je pense, t'informer un peu quand tu commences à magasiner. Tu t'informes un peu. Comme tu as dit tantôt, les sites Internet. Maintenant, c'est tellement rendu fort, les réseaux sociaux. les réseaux sociaux. Google, les reviews, c'est tellement fort, c'est tellement fait pour justement t'informer que tu t'en vas à la bonne place. Tu sais, si tu regardes puis tu sais, pas juste regarder le nombre d'étoiles, mais juste aller voir un peu les commentaires. Tu vas voir, puis tu vas pas juste voir les bons, tu vas voir les mauvais, tu vas voir ceux qui sont 3 étoiles, tu vas voir ceux qui sont corrects, tu regardes les commentaires. Puis quand tu as un innocent qui est comme un pays service de merde, tabarnak, me fourré, tu sais que ça, c'est un gars émotionnel, puis il a écrit n'importe quoi, parce que t'as pas la situation, t'as rien de concret, mais quand tu as des choses qui sont bien écrites, tu sais, d'ailleurs, je parle d'une petite expérience personnelle où est-ce qu'à un moment donné, j'ai fait réparer une console. La place a fait une grosse erreur dedans. Ils ont changé le disque dur, ils m'ont mis un plus petit disque dur. Je m'en suis rendu compte 1 an plus tard. En réinstallant des choses dessus, à un moment donné, j'ai réalisé que je ne suis pas capable de tout installer ce que je pouvais installer avant. Là, je m'en vais dans mes paramètres. Ben, tabarnak, je venais de perdre 1000 gigs d'espace. Carrément. C'est à moitié, là. Je m'avais mis un 1000, j'avais un 2000. Ben, je suis allé écrire un review. J'ai expliqué la situation de façon pas émotionnelle. J'ai écrit les faits. Je suis allé à telle date, je suis allé porter ma console. On m'a appelé, on m'a dit qu'elle était prête. Je ne savais même pas qu'est-ce qui avait été réparé dessus. On m'avait dit qu'on m'appellerait avant de faire la réparation. Finalement, je me rends compte 1 an plus tard, ben tabarouette, ils m'ont, en plus de ne pas m'avoir appelé, pas m'avoir demandé, parce qu'ils m'ont fait payer pour la réparation, puis je ne savais même pas ce qu'ils avaient réparé. Ils étaient censés m'avertir avant. Finalement, je reçois ma console, puis 1 an plus tard, ben Colin, je me rends compte que moins d'espace. Il y a moins d'espace dessus. Ah ben, je suis pas capable de tout réinstaller ce que j'avais dessus. Et ben la compagnie m'a appelé. Ils m'ont appelé. Ils m'ont donné gratuitement un disque dur. Ça fait chier parce qu'il n'est pas interne, mais regarde, ils ont réglé le problème. C'est réglé le problème. Puis regarde, j'ai pas enlevé mon commentaire. J'étais allé le modifier. J'allais dire qu'il avait rectifié la situation puis que j'étais satisfait. J'ai ajouté 1 étoile de plus sur le service. Mais tu sais, il reste que le service à la base a été mauvais. Mais le service après-vente qui a été correct. Mais dans ma façon d'aller écrire mon commentaire, j'ai eu le service. Mm-hmm. Parce que j'étais pas un gars émotionnel qui t'a dit « Oh, tabarnak, me fait fourrer, blablabla, bla, 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 puis là, gang de fou. » Tu sais, quand tu fais ça, il n'y a rien de bon qui va sortir de ça. Quand tu es dans l'émotion, et quand tu es capable d'être intègre, d'aller écrire les vraies choses, d'aller décrire la situation. Puis, tu sais, on s'entend, comme j'ai dit, le bouton, je me suis fait fourrer, le monde long assez facile. Fait que, avec Google, les reviews, c'est tellement facile d'aller voir, d'aller s'informer, de s'assurer qu'on fait la bonne chose, que tu es dans les bonnes mains aussi également. Les courtiers, toi, dans le fond, sur le site, vous devez avoir des reviews, justement. Ben, nous, nos reviews, c'est beaucoup plus par Google. C'est pas sur... c'est Google. Ouais, c'est pas par... Tu sais, mettons, le site de Royal Lepage Évolution, ils ont tous les courtiers de la bannière. Ouais. Mais tu sais, il n'y a pas les reviews en dessous de ça. Ça, c'est Google, dans le fond. Exact, c'est Google My Business, puis... ouais. OK. Ouais. Et puis ça, c'est difficile, hein? Ça. Quand tu fais ta vente, là, c'est difficile après ça de demander à quelqu'un d'aller faire le Google Review. Ah, mon Dieu. Tu sais, je veux dire, aussitôt que tu... Moi, qu'est-ce que je fais? C'est aussitôt, exemple, tu as une promesse d'achat acceptée ou quoi que ce soit, tu lui demandes « Hey, peux-tu m'envoyer un review? » Parce que là, il est dans un bon mood. Ah, c'est pas fou, ça. Tu sais, je veux dire, là, oui, il te reste quand même une gros de la job à faire. Tu sais, je veux dire, fou, ça.
faut que tu le conseilles quand même. Là, je veux dire qu'il y a des trucs entre ta promesse d'achat acceptée, tu as des conditions réalisées, puis tu as le notaire. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer entre. Mais tu sais, s'il est déjà sur un bon mood. Ouais, c'est ça. Plutôt que de le faire quand il a déjà eu ce qu'il veut. Quand exact. la vente est faite, c'est peut-être ça l'erreur que moi je fais de exact, mon côté. parce que tu sais, veux pas, tu as l'inspection. On ne sait pas qu'est-ce qui peut sortir de là. Ouais. Ça, c'est si tu décides de faire inspecter, bien sûr. Ouais. Tu as le financement. Ça, le financement, habituellement, si ton dossier bancaire, tout ça, t'es pas trop endetté puis tout ça, ben il devrait pas avoir de problème. Fait que tu sais, le gros point, c'est souvent l'inspection parce que, c'est un document de 80 pages. Ouais. Fait que la moindre petite affaire va être dedans. OK. Fait que tu sais, si ça peut être, exemple, une lumière ne marche pas ou une switch ne fonctionne pas, ben ça va être là-dedans. OK. Les polarités sont inversées ou quoi que ce soit. Ça va être là-dedans. Fait que tu sais, un acheteur qui connaît rien, qui n'est pas nécessairement avec un courtier ou quoi que ce soit, puis qui reçoit ça, ben ça peut être épeurant puis ça peut être stressant aussi. Ah, c'est sûr. C'est Fait que, sûr. Ouais. Fait que, Puis, OK, tu dirais en fait, parce qu'il y a de quoi qui m'est venu en tête, là. Tu dirais en fait que quelqu'un qui veut s'acheter une maison, c'est quoi les premières choses qu'il doit. En quel ordre il faut qu'il contacte les différents spécialistes comme toi? Je pense à courtier hypothécaire, courtier immobilier. Dans quel ordre ça se fait? Et qu'est-ce qu'ils ont besoin d'avoir pour acheter? Et c'est une bonne question. Ben, en fait, c'est une bonne question. En C'est fait, la question, je pense. Ouais, c'est la question. Parce que la première étape, c'est toujours de se faire préqualifier. Parce que si tu magasines une maison... C'est le courtier hypothécaire. Oui, courtier hypothécaire, parce que sinon, si tu arrives, là j'ai vécu la situation, là, mais tu sais, si tu vas voir des maisons que tu n'as pas le moyen de t'acheter, le courtier immobilier avec qui tu es, il perd son temps, puis tu perds le tien. OK. Puis, c'est quand tu vas décider de faire une promesse d'achat, puis que par la suite, tu fais une préqualification, puis que finalement, ben, tu n'as pas le moyen de t'acheter cette maison-là, ben, tu vas voir, tu vas être déçu. Ouais. Tu vas être triste. Fait que, tu sais, la première étape. Pas de Google Review. Ben, c'est ça. Il n'y a pas de transaction, puis en tout cas. Ouais. Fait que, tu sais, la première étape, c'est vraiment de te faire préqualifier. Va voir que ce soit ton institution financière ou un courtier hypothécaire, fais-toi préqualifier pour savoir c'est quoi ton budget. Ouais. Puis après ça, c'est important de savoir c'est quoi tes besoins. Fais affaire avec tu peux commencer à magasiner avec un courtier, voir vraiment tes besoins. Qu'est-ce que tu as un projet pour que tu veux rester là 5 ans ou tu veux rester là toute ta vie? Puis tu sais, c'est vraiment d'être bien conseillé, bien entouré par un courtier. Par la suite, c'est les visites, promesses d'achat, réalisation de conditions, puis envoyer au notaire. OK. Ouais. OK. Ouais. Fait que je dirais que la plus grosse étape, c'est dans la préparation avant les visites. OK. Ouais. Puis, à date, as-tu eu l'opportunité, là, je cherche une petite anecdote croustillant, là. T'as-tu eu, mettons, je dirais pas une vente qui a mal tourné, mais mettons une inspection ou quelque chose qui est sorti de out of nowhere, puis t'as fait comme, oh shit. Ben, en fait, j'ai des vendeurs que eux, quand ils ont acheté, je pense pas qu'ils ont écouté ça, là, mais quand ils ont acheté, ben, ils n'ont pas fait inspecter parce qu'en fait, c'était durant la COVID. OK. Donc, durant surenchère, les gens, fallait que tu achètes si tu niaisais avec une histoire d'inspection. Ben, c'est ça. C'était compliqué d'avoir un inspecteur. Point de vue surenchère, je ne sais pas s'il y en a eu parce que le nombre d'œuvres qu'on ne savait pas. Puis si, tu sais, je veux dire, c'est une maison centenaire, puis, tu sais, à première vue, tout est beau, puis tout ça. Ouais. Durant l'inspection, on a découvert qu'il y avait de l'amiante dans l'entretoit du garage. Donc, ça, c'est une assez bonne raison pour se retirer d'une transaction. Là. Oh. Ouais. En fait, ils se sont retirés de la transaction avant d'acheter ou ils ont acheté? Ben, en fait, là, en ce moment, c'est parce qu'elle était sur le marché, la maison en question. OK. Non, mais ça, on nomme rien, on nomme personne. Oui, c'est ça. En ce moment, elle est sur le marché. Oh, ouais. Puis, c'est ça. Quand il y a eu des acheteurs, ben, ils ont fait inspecter, puis ils ont découvert justement qu'il y avait de l'amiante dans la vermiculite, qui est un isolant qu'on servait beaucoup des années 1900 jusqu'à 1990 environ. OK. Puis, ça contenait de l'amiante. Donc, ils ont fait tester la vermiculite, puis il y avait de l'amiante. Fait que là, les acheteurs, quand ils ont su ça, ben, ils se sont retirés. Là. Ouais. 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 Ça doit être difficile en plus parce que, comme je disais, là, j'ai l'impression que je me répète tout le temps, mais quand j'étais courtier en assurance, il
y avait bien des affaires qu'on posait comme question, des affaires qui étaient difficiles de faire assurer la maison, des gros problèmes, genre de l'amiante, ça peut être une bonne, des champignons. Ça, oublie ça. Des problèmes de moisissure. Problèmes de moisissure, là. Si tu as des problèmes de moisissure à grande échelle. D'ailleurs, ça, c'est drôle. Je me souviens, pendant le COVID, ou pas loin dans ces temps-là, il y avait une maison à Gatineau, là. Elle était affichée, là. Elle était moisie à grandeur. Ah ouais? Tout était moisi à l'intérieur. Okay. C'était l'enfer. On avait vu les photos, on avait même passé aux nouvelles. Je me souviens, tout était moisi. Les murs de toutes les pièces, du sous-sol, de tout. La seule chose qui devait être encore bon, c'est peut-être la structure, mais tout ce qui était des murs en gyps, tout était moisi. Les meubles, tout. OK. Fait que ça, c'était quasiment quelque chose que c'est un contracteur qui achète, il renipe, puis il revend. Ouais. Parce que ça n'a pas dû être vendu bien cher. Je me souviens plus, puis j'ai pas vraiment suivi la saga. Là. Il me semble que Gatineau, c'est cher comme c'était cher, puis il me semble que c'était une maison semi-détachée, là, me semble. OK. Je pense que c'était une maison de ville. Me semble de souvenir. Là. Je ne veux pas parler à travers mon chapeau, là. Mais je me souviens d'une affaire comme ça, mais tu sais, moisissure, amiante, du filage d'aluminium aussi, ou un système électronique à tube ou en porcelaine ou là, je te parle de des vieilles affaires, mais souvent tu peux retrouver ça dans des maisons centenaires, de la tuyauterie galvanisée, Okay. des choses comme ça. Toutes des affaires. Allez-vous à ce point-là, j'imagine c'est tout détaillé normalement sur la vente de la maison? C'est un rapport d'inspection, là, ouais. Okay. Tout ce qui est rapport d'inspection, ça a tous ces points-là à vérifier, c'est à changer immédiatement, une expertise, quoi que ce soit, c'est tout dans le rapport d'inspection. OK. Ouais. OK. Ouais, parce que quand tu arrives dans ces choses-là, de l'amiante ou de la moisissure, puis ça peut te détruire des transactions assez rapidement. Là. Ouais, faut que tu aies un acheteur qui soit à l'aise avec ça. Parce que, tu sais, la vermiculite en tant que telle, c'est tant que tu ne joues pas avec, il n'y a pas de problème avec ça. C'est quand tu commences à ouvrir les murs. Là. Exact. Tu sais, je veux dire, plus que tu joues avec, c'est là qu'il va y avoir le problème. Justement, j'ai un inspecteur qui, lui, m'a dit que c'est plus un vice financier. Dans le sens que, ça va coûter cher à faire enlever puis à changer. Je t'explique, si tu fais une job dans ton entre-toi, puis finalement, tu savais pas qu'il y avait de la vermiculite puis qu'il y avait de l'amiante, ben, l'entrepreneur général, lui, va faire genre, ben, je peux pas parce qu'il faut que tu fasses désamianter ça. Puis si tu fais désamianter, ben, faut tout que tu t'enlèves, puis il faut tout que tu réisoles. C'est une job qui peut monter assez rapidement. Là. Ben oui. Je ne suis pas l'expert dans le domaine, mais... Non, mais on peut imaginer que déjà, en fait, j'ai même plus aucune idée combien ça coûte faire changer un toit parce que j'ai une idée de prix de quand que. Moi, je me souviens d'une maison que j'avais avec dans le temps avec mes parents, combien à peu près ça avait pu coûter. Puis aujourd'hui, il me semble, la dernière fois que j'en ai entendu, j'étais comme abasourdi du prix. Là. Ça a grandement augmenté, comme tout. Mais j'imagine qu'en plus, il faut que tu fasses désamianter. Ouais. Puis on s'entend, tout ce qui est spécifique, tout ce qui est spécial, on s'entend qu'on. Je veux pas dire, là, mais on dirait que des fois, ça se graisse la patte un peu. Là, c'est comme t'as de l'amiante, ça va coûter cher. Ah, ouais. Puis là, on dirait que. Je veux pas dire que, mettons, ils n'ont pas raison ou quoi que ce soit. On dirait que dès qu'il y a quelque chose de spécifique, spécial, je pense aux assureurs que dès que tu avais quelque chose qui sortait du standard, là, ça te chargeait des suppléments tout le temps. Ouais. Il y a des suppléments partout à cette heure, là, tu sais. Fait que je peux voir comment est-ce que ça peut être un gros enjeu pour toi. Mais comme tu disais, il faut que les gens fassent une préqualification avant. Ça t'arrive-tu des fois que tu as des gens qui rentrent en communication avec toi et ils n'ont pas fait ça avant? Ben écoute, je peux en compter une autre. Là. Ouais. Tu sais, j'ai pas peur de te dire, en toute transparence, on avait fait une visite d'une maison. En fait, une maison particulière. Super grand terrain, plusieurs acres. Vraiment, ils ont eu un coup de cœur, les acheteurs. OK. Puis là, c'est pas faute à moi. J'avais pas de préconnaissance de leur préqualification avant. Ils ne me l'avaient pas envoyé, tout ça. Fait que j'allais faire des visites avec eux. Puis au moment qu'on arrive à faire l'offre, ben, ils décident de vouloir faire une offre de 200 000 en bas du prix. 200 000 en bas du prix? Ouais. OK, parce qu'ils ne préqualifiaient pas pour le prix. Exact. Ils préqualifiaient pour l'autre montant. Fait que, tu sais, je veux dire... 200 000 en bas du prix? Ouais. OK. Fait que, tu sais, j'ai ma part de responsabilité là-dedans. Tu sais, j'ai pas fait... J'aurais dû prendre le temps de
OK, envoie-moi ta Non, mais préqualification. tu sais, Puis tout ça, tu sais, je veux dire. des fois, c'est stupide, mais c'est juste de la façon que le premier contact s'est fait, ça l'a cliqué. Là, il y a comme, ça a été overwhelming, puis là, Ouais. ben, il y a eu un détail qui a popé en dehors de la tête, puis... Ben, c'est ça, exact. Parce que, tu sais, on faisait des visites ensemble, ça allait super bien, ça coulait, puis tu sais, ça cliquait. Ben, c'est souvent ça, c'est quand ça va Puis- trop bien, t'es dit, faut que tu prennes un... Moi, Ah ouais. je me souviens, dans n'importe quoi que j'ai travaillé, on dirait que quand ça va trop bien, c'est comme, ah, il y a quelque chose là. Ah ouais, Il y a quelque chose. C'est toujours trop facile avec les gens qui qualifient pas. C'est Ouais. quelque chose que, quand ça qualifie pas, là, on dirait que tout va bien parce qu'ils disent oui à tout, mais là, à la fin, t'es comme, ah, Chris, je savais pourquoi. Finalement, c'est pour ça que c'était Ouais. si facile que ça. Ouais, exact. Ça cliquait bien, puis. Écoute, OK, ouais. fait que des choses comme ça peut arriver si, Ouais. si tu ne checkes pas. Là. Exact. Tu sais, c'est toujours notre devoir de faire plus de vérification possible, puis de s'assurer qu'il est préqualifié pour le montant qu'il nous dit. Là. Ouais. Ouais. Puis, je vais revenir aussi à ta prospection pour quelqu'un qui veut se lancer là-dedans. Parce qu'il y a des règles, en fait. Il y a des gens qui se lancent là-dedans et ils ne savent pas. Mais je sais, moi, je ne les connais pas par cœur. Je te demande, je te pose la question à toi. Pour faire de la prospection, je sais que tu as des listes de gens que tu ne peux pas solliciter, La LNNT. soit par adresse ou même par téléphone ou par courriel. Ouais. Comment ça fonctionne à ce niveau-là? Faut que tu t'achètes des listes, faut que tu t'achètes un permis. Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses pour... Ben, les gens qui sont sur LNNTE, il ne faut juste pas que tu les appelles. Sinon, Ouais, c'est des amendes c'est des très grosses salées pour toi et pour ta bannière. Puis, tu sais, tout ce monde-là. Pour qu'est-ce qui est du porte-à-porte, ça, tout dépendant des villes, ils demandent un permis. Ouais. Sherbrooke, tu sais, je vais être franc, j'en fais pas beaucoup. Fait que, tu sais, je peux pas nécessairement parler pour Sherbrooke, ça en prend un ou quoi que ce soit. Ouais. Tu sais, tout dépendant où est-ce que vous êtes situé, oui. Là. Fait qu'il faut s'informer à ce niveau-là. Là. Ouais. Tu sais, tu peux pas dire, bon, ben, moi, je suis courtier. Premièrement, il faut que tu ailles chercher ton permis de courtier, mais après ça, tu peux pas juste te dire, bon, ben, regarde, moi, je sais comment. Je vais établir ma réputation, je vais établir ma clientèle en allant faire ça sans savoir que ça prend ça. Fait qu'il faut s'informer auprès de chacune des villes. Chacune des villes aurait des politiques différentes par rapport à ça. Oui, ça serait du caca, oui. OK. Puis, qu'est-ce qui marche le plus au niveau des courtiers immobiliers? C'est quoi la source première de contact? C'est quelle branche que vous prenez? Ben, c'est une bonne question parce que c'est du cas par cas. Tu sais, je veux dire, plusieurs courtiers que eux, c'est vraiment le porte-à-porte que c'est leur force. Il y en a d'autres que c'est les téléphones. Il y en a d'autres que c'est juste des références qui vivent dessus, tu sais, qui font plus de prospection. Ben, on s'entend. Tu commences, là, les références, c'est pas ça qui te fait vivre pour le moment. Là. Ça prend du temps avant que tu te rendes dans des références. Ouais. Fait qu'au début, mettons, c'est plus téléphone, porte-à-porte. Réseau de contact. Tu sais, je dis, c'est un bon réseau de contact. Tu sais, je dis, ça part de là aussi, tu peux facilement très bien gagner ta vie avec ça. Justement, il y a un courtier à Granby qui c'est de ça, là. Lui, depuis qu'il a commencé. Il y a de ça. Ouais, exact. OK. Puis pour être courtier, toi, tu me disais que tu avais fait un cours en vente. T'as-tu un cours à faire en tant que tel pour être courtier? Ouais. Tu as un permis, ben, ton cours à faire. Moi, je l'ai fait au séminaire de Sherbrooke. C'est, moi, je ne sais pas comment c'est aujourd'hui, mais moi, je l'ai fait à distance. Là. C'était un 7 mois, 4 jours semaine de 9 à 4. Puis, OK, c'est pas de quoi qui prend long, mais c'est un cours intense de 7 mois. Oui, exactement. Ouais. Puis, okay. Il y a le CEI que je crois qu'ils le font plus rapidement, mais beaucoup plus intensif. Ça dépend de l'école que tu vas. Là. Ça va dépendre du temps que tu peux y mettre aussi. Parce que souvent, les gens qui vont au courtier immobilier, c'est pas des gens qui... c'est souvent un changement de carrière, j'ai l'impression. Il faut que tu puisses donner des heures et continuer à payer ton loyer puis mettre du pain sur la table en même temps. Exact. Ça doit être ça qui doit être un petit peu plus difficile. C'est moi, as-tu trouvé ça bien intense de la façon... Combien d'heures tu donnais par semaine à ça? Ben, pour vrai, c'était le cours qui était relativement simple. C'était d'écouter, c'était de faire des exercices et tout. Mais je te dirais qu'à la fin, j'étais tanné. J'avais hâte que ça finisse. J'aurais fait plus rapidement que ça, pour être franc. Là. OK. Ouais, j'avais hâte de commencer. Puis, tu sais, t'es 7 mois chez toi, assis sur ton bureau, puis t'es à distance. T'es pas dans une classe avec tes futurs collègues courtiers que là, tu peux créer des liens puis tout ça. Puis le cours, c'est quoi? Tu lis des manuels ou c'est plus des cours en ligne? C'est des... Manuel cours en ligne. Tout dépendant du cours, on avait un manuel, sinon c'était un livre de droit, de loi en fait.
Puis, OK. ouais, sinon, c'est souvent les diapos, ressemble, tu prends tes notes. Puis, ouais. Ça ressemble beaucoup à ce que j'ai fait pour être courtier en assurance. Des gros manuels, ça, d'épais, Ouais. des livres de droit, puis Ouais. ouais, j'ai bien du fun, bien du plaisir. Ouais. Ouais, c'est. Puis, tu sais, mettons, c'est parce que quand moi je l'ai fait pour courtier en assurance, je me souviens que, moi, là, lire des bouquins, là, c'est pas mon fort, pas en tout. Je ne retiens rien. Je lis, à un moment donné, comme tu dis, t'es 7 mois intense, tu lis ça, tu lis ça, tu lis ça, puis on dirait que moi, personnellement, ça ne rentre plus. Est-ce qu'il faut s'inquiéter? Quelqu'un qui fait le cours, est-ce que tu arrives à l'examen, puis est-ce qu'il faut que tu sois vraiment sûr à 150% de toi, ou est-ce que tu as une marge d'erreur, puis c'est un plus du gros bon sens, tu penses? Ben, il y a une question, c'est beaucoup du gros bon sens. Puis l'affaire, c'est qu'en courtage, ton examen que tu fais à l'OASIC, tu as 7 compétences, puis si tu empoches une des 7, il faut que tu le refasses au complet. Oh, OK. Ouais. Ouais, exact. Fait que, tu sais, faut que tu connaisses tes affaires, mais rendu là, tu lis les questions, puis si tu connais moindrement tes choses, ben, il n'y a pas de stress à avoir. Puis, tout dépendant des bannières que tu as, nous, Royal Lepage, on a une session préparatoire 2 semaines à 1 mois avant l'examen. Avant l'examen. Ouais. OK, fait que tu avais Royal Lepage qui t'appuyait dans ce cours-là. Exact. OK. Tu sais, il disait les trucs à vérifier, puis, tu sais, je veux dire, c'est rendu là à l'examen, tu es tellement prêt, tu sais tellement tes affaires que tu sais, ça va bien aller. Puis en même temps, les profs où est-ce que j'étais, ils mettaient tellement d'emphase comme quoi c'était super difficile. C'est pas que c'est pas difficile. Ça l'est. Faut que tu sois préparé. Faut que tu sois préparé. Faut que tu lises les questions comme il faut. Puis, tu sais, t'as 3 heures, t'as le temps en masse. Là. Ouais. Ben, je sais que quand moi j'ai fait mon cours pour mon examen, une phrase c'est une éducatrice, non, c'est pas vraiment ça le mot, là, mais en tout cas, bref, la personne qui nous enseignait disait la majorité des erreurs sont faites à cause les gens lisent mal la question. 100%. C'est pas une erreur, c'est une erreur de compréhension. 100%. Oh, oui. Puis tu veux trop aller vite. Puis, trop aller vite. Tu vois le monde qui commence déjà à sortir, ça fait peut-être 1h30, puis toi, t'es comme, oh mon Dieu, je suis pas rendu là, il reste 1h30. Ouais, puis là, tu stresses, mais finalement, ces gens-là, ils ont échoué parce qu'ils ont juste trop répondu vite. Exact. Faut pas se fier aux apparences des fois. Là. Exactement, ouais. OK. Ouais. Puis c'est-tu genre des choix de réponse ou c'est vraiment des questions en développement? Ben, moi, c'était choix de réponse. Puis, tu sais, parce que c'est sur 2 jours, tu as un examen pour qu'est-ce qui est le côté acheteur, puis l'autre pour le côté vendeur. OK, c'est le même qui est divisé. Ouais. Okay. C'est des choix de réponse. Sinon, tu as un peu de questions en développement, mais tu sais, c'est pas le. Ça te demande pas d'écrire une page de ces 2-3 phrases d'attitude, puis tu finis avec une mise en situation, puis c'est quoi les formulaires que tu as à remplir, les documents en annexe, qu'est-ce que tu dois vérifier, et ainsi de suite. Là. OK. Ouais. OK. Ah bon, mais c'est cool qu'on en parle parce que tu sais, quelqu'un qui veut aller là-dedans et qui n'est pas au courant, on a parlé un peu des difficultés, on a parlé un peu des défis, on a parlé un peu de ton parcours aussi, le cheminement que tu as fait avant de te rendre là, puis je pense que quelqu'un qui écoute et qui peut s'identifier à ça, puis avoir peut-être une meilleure image aussi également du parcours qu'il faut que tu fasses pour te rendre là. Exact. Tu sais que ça revient à dire que n'aie pas peur de faire des erreurs. Non, c'est ça. Exact. Ça revient à ça. Là. Des fois, il faut en faire pour acquérir la leçon. Tu sais, on s'entend, et puis il y a un degré d'erreur aussi également. Il y en a que tu es capable d'éviter s'il y a quelqu'un derrière toi qui te le dit, mais je pense que les petites erreurs, que ceux-là sont importantes de les faire parce que il y a des choses qui ne s'enseignent pas. Ouais. Il y a des choses que ça te prend la leçon, il faut que tu fasses l'erreur pour l'acquérir. Oh oui, 100%. Oh ouais. Tu sais, t'apprends. Je pense que j'ai vu ça dans une vidéo, il dit que t'apprends rien du succès, mais t'apprends toutes tes erreurs. Fait, c'est vrai. C'est vrai parce que. Oui. Puis ça, c'est un peu. C'est drôle que tu dises ça parce que j'essaye. Tu sais, puis je vais prendre un exemple du podcast. C'est le 2e épisode. Ouais. Le monde va me demander. J'en ai qui me demandent bon, comment tu trouves ça, nanana. Puis je ne sais pas. Tu sais, je veux dire, est-ce que ça pourrait être mieux? Certain. Est-ce que ça pourrait être pire? Certain. Est-ce que quand quelqu'un me dit un mauvais commentaire, est-ce que je le prends? La réponse, c'est non. Est-ce que je prends quand quelqu'un me donne un bon commentaire? La réponse, c'est non.
Parce que je fais ce que j'ai à faire. Je le fais comme je veux le faire. Je le fais comme la façon que ça me passionne. Puis, comme tu as dit, tu apprends de tes erreurs, mais tu n'apprends pas de tes succès. Exact. Parce que quand tu succèdes, tu te poses pas la question. Tu dis, j'ai réussi, je l'ai fait. Ouais. Fait que quelqu'un qui me donne des bons commentaires, je me trouverais hypocrite de dire, je prends pas les mauvais commentaires, mais je prends les bons. Ouais. Ça serait contre nature. Ça serait une erreur de débutant de faire ça. Tu te dis... Moi, je prends c'est soit tu prends les deux, soit tu prends pas. Ouais. Je pense que c'est comme ça. C'est toujours de la façon aussi que ça amène. Tu sais, des commentaires négatifs, si c'est constructif, go for it. Moi, je les prends. Non, c'est ça. Tu sais, si c'est négatif, dire que j'étais un mauvais courtier ou c'est juste pour me rabaisser. Là. Non, c'est ça. C'est souvent un peu comme les Google Reviews émotifs. Il faut faire la part des choses là-dessus, mais je pense que ce qui est le plus important, c'est de tendre l'oreille aux commentaires des gens qui sont plus neutres. Ouais. Les gens qui n'ont pas une opinion positive ni négative, je pense que c'est eux qu'il faut attarder plus d'importance parce que quelqu'un qui te dit tout le temps que tu fais des bons coups, ben la personne n'est peut-être pas honnête. Ça, c'est la première des choses. Des fois, les gens le sont peut-être pas. Ils veulent juste te donner une bonne tape dans le dos. Puis c'est pas nécessairement pour mal faire, mais des fois, ça peut juste être ça. Ils veulent juste t'encourager. Mais c'est important, je pense que c'est soit tu prends les deux, soit tu les prends pas. Si tu prends juste un des deux, tu n'as pas la vraie version des faits. C'est vrai. Ben on a jasé un bon bout. Ouais, vraiment. Écoute, ça a été une belle discussion. C'est vraiment le fun de jaser avec toi. Ça faisait 12 ans qu'on ne s'était pas vu. Ouais, c'était vraiment le fun pour vrai. Un gros merci d'être passé à l'émission. L'épisode, le podcast. C'est une émission. C'est ça. Un gros merci d'être passé. Puis écoute, le monde, comment est-ce qu'ils peuvent te retrouver en fait sur les réseaux sociaux? En fait, sur Facebook, c'est Antoine Laplante, straightforward. Sinon, sur Instagram, antoine.rlp. Puis vous allez trouver mes coordonnées là-dessus. Sinon, il y a toujours le site de mon équipe qui est savartran.ca. Ouais, dans la page. Ouais, en fait, on a notre site aussi. Donc, OK. Ouais. Donc, sinon, la page Instagram, savartran, puis vous allez me trouver. Bon, super. Yes. Un gros merci. Ça fait plaisir, là. Merci beaucoup.